Aujourd'hui, on va parler des risques psychosociaux en entreprise, des risques psychosociaux qui regroupent notamment une fatigue pathologique, le stress chronique, des violences internes au travail, comme le harcèlement moral, des conflits permanents. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Célia Couder, psychothérapeute, et Maître Legon, qui est avocat intervenant en droit du travail et en droit social. Alors déjà, une première question pour vous 2. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez souvent en consultation, des cas de burn-out ou de harcèlement moral? Oui, tout à fait. Je rencontre régulièrement dans mon cabinet justement des personnes qui souffrent de burn-out, de dépression, qui sont épuisées par leur métier. Oui. Et moi, pareillement. Et d'ailleurs, de plus en plus. Donc, c'est effectivement mon quotidien. Alors Célia, avant de rentrer, dans le vif du sujet, je veux bien qu'on fasse un travail, de définition des termes. Oui. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un burn-out? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre avant de parler de burn-out, c'est qu'on est déjà dans un stress qui va durer dans le temps. Donc un stress, quand il dure dans le temps, c'est ce qu'on appelle un stress chronique. Et à un moment donné, quand ce stress chronique est beaucoup trop présent, en fait, ça va finir par faire un épuisement total de l'organisme. Et là, on peut appeler ça un burn-out, c'est-à-dire qu'on est dans une coupure entre le corps et l'esprit, justement. C'est-à-dire que tout a été consumé à l'intérieur de la personne, donc de sa partie à la fois psychique et de sa partie physique. Et du coup, on est dans ce qu'on appelle consumé, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de ressources. Le corps a donné vraiment tous les éléments jusqu'à la fin et la personne, bah, elle n'arrive plus du tout à rebondir. Et c'est quoi la différence avec, par exemple, une dépression ou d'autres termes, comme le bore-out et le burn-out, voilà, qui est sorti un peu plus, récemment? Oui, alors la grande différence, c'est que le burn-out, on est vraiment dans un épuisement de nos limites intérieures, ce qui fait que, bah, on n'arrive plus du tout à rebondir. Alors que dans le burn-out, on est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de la dévalorisation, c'est-à-dire qu'on est dans des tâches exécutives quotidiennes au niveau de l'entreprise qui ne met pas en avant le métier de la personne dans le sens de ses valeurs profondes, mais plutôt dans quelque chose de réducteur. Donc la personne va se sentir à un moment donné amoindrie dans ce qu'elle fait et elle va commencer comment dire? À se désintéresser petit à petit et à se couper d'elle-même. Alors que dans le burn-out, on est plutôt dans de l'ennui au travail. C'est-à-dire que la personne, elle va avoir des tâches, de choses qui sont plutôt ennuyeuses, voire des moments où il y a rien à faire. Et donc ce qui se passe dans le travail de l'ennui, c'est que les personnes, au bout d'un moment, vont générer un stress, le fait de s'ennuyer, parce qu'il y a plus du tout de stimulation. Et donc quand il y a plus de stimulation et qu'il y a un stress, bah, ça peut amener à des dépendances, à de la consommation, et on va aller de plus en plus vers des maladies, même cardiaques. Ça a été démontré par des études que les personnes étaient beaucoup plus sensibles au niveau cardiaque, le fait d'avoir ce stress de l'ennui. Et alors en ce qui concerne en tout cas le burn-out, c'est quoi un petit peu les conséquences qu'il peut y avoir sur à la fois la santé, physique et psychique des personnes, victimes? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre dans le burn-out, c'est que ça va jouer sur plusieurs plans. C'est qu'à la fois, il y a le plan physique, donc physiologique, donc lié au stress. On va parler après d'adrénaline, noradrénaline. On va parler également du cortisol. Ça, c'est la chimie du corps. Ensuite, on va avoir toute la partie psychique de la personne, donc au niveau de ses pensées. On va également avoir toute la partie émotionnelle et comportementale. En général, les premiers symptômes d'un burn-out, par la partie déjà, on va dire, psychique, la personne va moins parler, elle va être beaucoup plus en retrait, elle va manquer d'énergie en général, elle va également se sentir, amoindrie, nulle, elle va commencer à s'isoler, on va dire, de son environnement, elle va pleurer plus souvent sans raison, elle va arriver à ne plus dormir, elle peut manger peu ou voire trop. Elle peut même avoir des idées noires qui deviennent de plus en plus présentes parce qu'en fait, au niveau physiologique, on a une grande baisse de sérotonine, en l'occurrence, et ça va générer une anxiété. Et cette anxiété va faire qu'à un moment donné, il y a une hypersensibilité qui va s'installer. Ça va créer une tolérance qui va diminuer de plus en plus avec le monde extérieur parce que la personne n'arrive plus du tout à le gérer. Et donc, cette zone de tolérance qui diminue fait que la personne va être dans un état de plus grande vulnérabilité. Et cette vulnérabilité va amener où elle va se sentir beaucoup plus agressée par l'environnement. Et ça va l'emmener donc à un stress qui est encore plus important parce que la personne n'arrive plus du tout à le gérer. Et donc, ça va amener à des troubles de la mémoire, problèmes de concentration, de l'inattention, du brouillard. Cette zone de tolérance qui diminue va la rendre également beaucoup plus susceptible aux choses et beaucoup plus
sensible en règle générale sur tout ce qui se passe et donc elle va plus pouvoir gérer après sur tous ces plans-là. Ça, c'est tous les signes avant-coureurs qui doivent Voilà, alerter? s'ils doivent alerter, tout à fait. À partir du moment où on commence à ressentir environ, dans tout ce que j'ai pu dire, au moins 3-4, où on est déjà dans une sorte de pré-burn-out où il faut surveiller parce qu'on commence à aller vers un stress chronique. Et les conséquences du burn-out, vraiment, c'est que la personne va se dépersonnaliser, c'est-à-dire qu'elle ne va plus être maître d'elle-même, elle va se couper d'elle-même. C'est ça en fait, c'est que de plus en plus la personne se coupe sur tous les plans d'elle-même et donc elle est en quelque sorte anesthésiée. Et cette anesthésie va la mettre dans une inutilité qu'elle va ressentir aussi, une réduction d'elle-même, donc de l'accomplissement de soi, de la confiance en soi, de sa valeur qu'elle a et donc de son estime de soi. Donc, elle va avoir des incompréhensions dans les tâches parce qu'il y a tout un tas de conflits à l'intérieur d'elle-même, en fait, qui va se passer, c'est que le plan émotionnel, le plan psychologique va plus du tout être relié, donc elle va commencer à se sentir perdue également. Donc il va y avoir ce qu'on appelle un conflit de valeurs, et ça va l'amener évidemment à une fatigue de plus en plus importante, de plus en plus lourde, et donc du coup ça rend encore la chose beaucoup plus intense et de plus en plus difficile, et donc chronique, et la personne n'arrive plus du tout à gérer en fait. Et donc la personne, quand elle est arrivée au bout du burn-out, elle est complètement déstructurée, elle n'est plus du tout en équilibre. Et du coup, elle ne sait même plus qui elle est. Ça va jusque-là. Moi, j'ai des clients qui vont vraiment jusque-là. Ils sont vraiment dépersonnalisés, c'est-à-dire coupés complètement de leur être au détriment de l'avoir, puisque la société pousse beaucoup dans l'avoir. Et l'être, on l'oublie. Et plus on l'oublie, à un moment donné, ça va forcément revenir. Et au moment où ça revient, c'est les limites qui reviennent, en fait. Et on en parlera de ça. Est-ce que, juste une petite question, mais est-ce qu'on peut faire une analogie à une vraie dépression nerveuse par rapport au burn-out? C'est-à-dire qu'on a tellement donné qu'après on est complètement vidé en fait de sa vitalité, quoi. Ah oui, complètement. On est complètement vidé de sa vitalité et donc forcément, ça amène à une dépression parce que comme j'ai pu souvent le dire, la dépression, on voit un côté négatif dans la dépression, mais la dépression, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle nous pousse à nous centrer sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout la place d'être avec l'extérieur. On est obligé de se couper de l'extérieur pour se recentrer sur soi. Donc quelque part, la dépression, c'est une façon de se recentrer sur soi, sur ce qui se passe en soi. Et évidemment, ce qui se passe en soi, il y a tout un tas de déséquilibres qui va se mettre en place et que la personne va devoir faire face, en fait. Maître Legon, est-ce que l'employeur a un rôle à jouer dans la prévention des cas de burn-out? Alors, effectivement, l'employeur a un rôle majeur dans la prévention du burn-out. Il faut bien comprendre le droit du travail, sa particularité, c'est que ce qui définit la relation entre un salarié et un employeur, c'est le lien de subordination. C'est-à-dire qu'un employeur, du fait du lien de subordination, a le droit auprès de son salarié de lui dire « tu travailleras de telle heure à telle heure, tu fais ça, voilà tes missions, etc. » Mais la contrepartie, c'est qu'il doit dire à son salarié que lorsqu'il fait trop d'heures, il doit s'arrêter, lorsqu'il semble fatigué, il doit poser des congés payés. Il y a un côté un peu paternaliste, mais c'est comme ça qu'est appréhendée la relation entre l'employeur et le salarié, du fait du lien de subordination. Donc c'est dans ce cadre qu'il a une obligation, l'employeur, de veiller à la bonne santé psychologique et physique du salarié. Ça, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose aussi qui nous distingue un peu entre Célia et moi, parce que je pense, sous le contrôle de Célia, que le burn-out, c'est une sorte de co-responsabilité dont on est co-auteur avec l'employeur. En revanche, d'un point de vue juridique, c'est beaucoup plus simple pour moi. L'employeur est à 100% responsable. Point. Donc, il n'y a aucune responsabilité de la part du salarié. Le salarié vient me voir en disant généralement c'est pas la faute de l'employeur parce que c'est moi qui voulais bien travailler, c'est moi qui voulais faire les heures sup, c'est moi qui voulais bien faire les choses. Oui, mais c'est surtout à l'employeur de dire non, il faut s'arrêter. Donc ça peut paraître incohérent avec la réalité, mais d'un point de vue juridique, et ce qui est appréhendé par le Conseil de prud'homme, c'est cette réalité-là. Et alors, c'est quoi les conséquences pour l'employeur s'il manque à sa responsabilité ? Alors, il doit assumer les conséquences. C'est-à-dire que lorsque un salarié souffre d'un burn-out, il a un préjudice et ce préjudice doit faire l'objet d'une réparation avec des dommages et intérêts. Ça, c'est dans le cadre d'une procédure devant les prud'hommes. Mais avant d'en venir aux prud'hommes, et c'est la particularité du burn-out, en tout cas c'est la particularité de ma pratique,
c'est que chaque chose en son temps. Quand un salarié vient me voir, m'annonce qu'il souffre de burn-out, et parce que généralement je m'intègre dans le parcours de soins, et parce que c'est un psy qui me le recommande, eh bien, je vais à son rythme, et généralement, à 99% des situations, le salarié, quand il vient me consulter, il vient me demander: je n'en peux plus, je suis en arrêt maladie, tous les mois je dois envoyer mon arrêt maladie, il faut que je casse ce contrat, il faut que je romps ces liens pour me reconstruire. Donc mon job, c'est de trouver une astuce pour obtenir la rupture de ce contrat de travail sans que ça soit privatif des indemnités chômage, parce que pour se reconstruire, c'est bien gentil, mais si on n'a pas de ressources financières, c'est compliqué. Donc évidemment, il ne faut pas démissionner, parce que c'est privatif du droit au chômage. Donc c'est pour ça qu'il faut venir voir en l'occurrence non seulement le psy, mais par ailleurs un avocat pour trouver la meilleure méthode pour rompre son contrat et bénéficier du chômage derrière. Ce que je rajouterais aussi, c'est que, il y a une étude qui a été faite qui montre qu'en fait, il y a plus de 3,2 millions de travailleurs en France qui souffrent de burn-out. C'est une étude qui a été faite en 2014, voilà, et qui montre à quel point il y a de plus en plus de gens en burn-out. Et depuis le confinement, il y a une explosion incroyable des cas de burn-out. Donc je pense que les 3 millions, c'est largement en dessous de la réalité aujourd'hui. Oui. Oui, puis j'avais lu une étude qui disait, c'était une étude de 2022, qui disait que 30% des salariés ont vécu un comportement hostile, enfin un cas complètement de harcèlement moral, et 40% ont été témoins. Donc c'est vraiment une pratique répandue au sein de l'entreprise, quoi. Voilà, et je rajouterais aussi que là, on parle beaucoup des salariés, mais au niveau des dirigeants, des chefs d'entreprise, il y a plus de 71% de chefs d'entreprise qui souffrent aussi de ça, contre 20% à peu près qui souffrent de dépression. Célia, comment on en arrive là? Comment on explique cette explosion des cas de burn-out, de harcèlement moral? Est-ce qu'il y a des explications à cela? Oui, alors après, c'est un vaste sujet, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vais essayer d'apporter des repères un petit peu dans tout ça parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout part déjà d'un problème de limite. Si on parle du burn-out à proprement parler, hein, c'est un problème de limite. C'est-à-dire que c'est à la fois un problème de limite au niveau physiologique, puisque la personne n'écoute plus les signaux d'alarme, puisqu'elle ne s'écoute pas. Donc, ça explique aussi une mauvaise connaissance de soi et pas forcément un bon discernement. Donc, la personne n'arrive plus à réajuster ses propres limites, tout simplement parce que la société pousse à toujours transgresser et donc dépasser les limites et donc d'être toujours en compétition, en rivalité, en performance, que forcément, à un moment donné, on se décentre de soi. Et ce gros problème-là est dû en grande partie au fait qu'on est décentré. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'être, on n'est que au service de l'avoir. Alors oui, l'avoir a son utilité, bien sûr, dans la société, mais il y a un moment où il y a des limites aussi à ça. Et avec l'ère du numérique, justement, on n'est plus du tout coupé là-dessus, puisque on rentre chez soi, on est encore au téléphone, l'employeur ou le salarié peut encore écrire en rentrant chez lui, donc on n'est jamais vraiment coupé, en fait, de ces informations. Et donc, on est envahi en permanence par ces informations et par cette mauvaise connaissance de soi, on ne met plus du tout de limite dans ces informations, on est tout le temps bombardé, envahi. Et cet envahissement déjà crée dans notre quotidien un stress. On est tout le temps sous un stress. Et ce stress, si on ne le maîtrise pas et qu'on ne détermine pas nos besoins et nos limites, ce stress va forcément devenir de plus en plus grand jusqu'au moment où on n'arrive plus du tout à le gérer, en fait. Et ça va amener des personnes qui souffrent d'anxiété. Et ils sont que dans dans la partie mentale, c'est-à-dire que les pensées occupent constamment la personne, mais d'un point de vue de l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle n'est plus tournée vers elle-même, elle est tournée uniquement vers l'extérieur, c'est-à-dire vers les tâches à faire, ce que les autres me demandent, que ce soit la performance au travail, etc., la famille et tout. Mais à un moment donné, il faut revenir sur soi. Et le problème, c'est qu'on ne revient pas sur soi. Alors déjà, il y a ce point-là de problème des limites, ce que j'appelle l'immunité psychique. Ensuite, une fois que ces repères et ces limites ont été entravés, c'est là qu'on va commencer à aller vers le problème d'autorité et de pouvoir, qu'on va pouvoir en parler aussi. Et ça va nous mettre dans des rapports de force, puisque le rapport de force, c'est deux personnes avec un jeu. Au lieu de construire à nous, on reste dans une opposition et une division des choses. Et donc, ça va créer encore plus de décentrage, en fait. Et cette mauvaise connaissance de soi, qu'est-ce qu'elle va engendrer? Enfin, quand vous dites mal se connaître, c'est sur quel plan, par exemple?
Bah, la mauvaise connaissance de soi, ça va être déjà d'un point de vue physiologique. Est-ce que la personne, elle écoute son corps ou pas? Je donne un exemple tout bête, mais par exemple, une personne est fatiguée de son travail. Est-ce qu'elle rentre, elle se repose, ou est-ce qu'elle est encore dans des tâches, malheureusement, familiales à gérer en plus, qui rajoutent du stress supplémentaire déjà à son stress de base? Et en plus, est-ce qu'elle s'écoute en disant, là, mon corps est fatigué, il faut que je me repose, donc je vais me coucher parce que je suis fatiguée. Souvent, ces gens-là vont traîner, par exemple, en disant, bon, bah, je suis fatiguée, mais bon, je vais rester un petit peu devant la télévision parce que ça me change les idées, etc. Ce qui est normal en soi, sauf que on est déjà plus du tout à l'écoute du corps. C'est-à-dire que le corps devrait se reposer. La personne, elle est encore en train de transgresser. On en revient toujours à cette histoire de nos limites et de transgression. C'est qu'au moment où il y a des signaux, on ne les écoute plus. Et à partir du moment où on ne les écoute plus, bah, on va forcément vers la catastrophe. Et la catastrophe, c'est la dernière limite finalement. La limite qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas voir, mais quand elle est là, bah, elle est brutale en fait. Elle est très brutale parce qu'elle met dans une hyper-réalité qui fait que là, la personne, elle n'a plus le choix que d'écouter cette limite en fait. Et puis ça force à stopper, quoi. Pour le coup, il y a plus trop le choix. Oui, c'est ce que je me permets d'intervenir toujours sous le contrôle de Célia. La plupart des gens que je reçois et qui souffrent de burn-out, c'est des gens qui sont animés d'une volonté très puissante. Vraiment, c'est des gens qui ont à cœur de faire bien leur travail. Je rejoins tout à fait ton intervention, Célia, sur le problème de limite. C'est-à-dire qu'ils ne sentent pas les limites physiques, c'est la volonté qui prime. Et c'est des gens qui ont un très fort caractère. On a toujours cette caricature, ce préjugé à l'égard des salariés qui souffrent de burn-out en disant que c'est des gens qui sont plus ou moins fragiles ou autres. Ben, j'ai le sentiment inverse. C'est des gens qui ont une très forte volonté au point qu'ils oublient leurs limites physiques et puis un beau matin, ils se réveillent, ils n'arrivent plus à lever le petit doigt parce que c'est le corps qui refuse. Voilà, ils se brûlent en fait. C'est-à-dire que tout le monde pense que c'est toujours de la faiblesse, mais effectivement, de ne pas maîtriser sa force, bah, à un moment donné, ça va amener à ce qu'on appelle de la destruction, puisqu'on ne la maîtrise plus. À partir du moment où on ne se maîtrise plus, bah, c'est la force qui nous domine, en fait. Et au moment où elle nous domine, bah, elle nous amène jusqu'à la catastrophe, quoi. C'est des gens non seulement qui ont une très forte volonté, mais qui ont le sens du bon travail, d'une forte implication. Et de ce point de vue, ça peut vous paraître paradoxal, mais ce sont des salariés idéaux dans l'absolu pour un employeur. Et c'est dommage parce que c'est des gens que l'on gâche, que le marché du travail gâche. Oui, et je rajouterais que ça porte aussi un nom, ce que tu es en train de dire, Sébastien, c'est que ça s'appelle aussi le syndrome du héros ou la Wonder Woman, comme on pourrait appeler. C'est qu'on nous pousse toujours à plus de devoirs et de responsabilités, parce que ces personnes-là, justement, ont un haut sens du devoir en général, de la loyauté et des devoirs, mais il y a un moment où il y a des limites là-dessus et les personnes se pensent être, sont tellement coupées d'eux-mêmes, parce que j'en reviens là-dessus, c'est que ça leur donne une impression de pouvoir tout gérer, une certaine puissance de le faire, alors qu'en fait, ils sont tellement anesthésiés, ils n'écoutent tellement plus leur corps et leurs limites que forcément, ils ont l'impression qu'ils peuvent tout gérer et tout surmonter, ce qui est faux en fait. Donc ça, c'est des choses qui peuvent expliquer que, soi-même, tout seul, on se mette, dans un état de burn-out. Mais j'imagine qu'il y a aussi, étant dans un monde de plus en plus compétitif, c'est pas une grande nouvelle, il peut y avoir une certaine pression de la part aussi de la hiérarchie, sur les salariés pour, toujours faire plus. Alors ça, c'est un point délicat entre Célia et moi, parce que encore une fois, le point de vue du juriste, de l'avocat que je suis, c'est assez simple. Effectivement, c'est l'entreprise qui est à 100% responsable, parce qu'il y a lien de subordination, etc. Bon, mais ça, c'est ma casquette avocat. J'ai quand même, malgré tout, une double casquette, c'est-à-dire que quand j'interviens auprès j'allais dire un patient, un salarié. Mon objectif, c'est de faciliter d'abord et avant tout sa reconstruction. Alors cette reconstruction peut passer par une phase prud'homale, etc. Mais d'abord et avant tout, c'est sa reconstruction et son retour sur le marché du travail, la vie active. Et pour retrouver un juste équilibre au niveau professionnel, eh bien certes, il y a cette démarche que je devrais entreprendre avec le salarié pour faire en sorte de rétablir une situation saine d'un point de vue juridique, mais pour qu'elle puisse revenir sur le marché du travail et avoir les bons réflexes et fixer les bonnes limites, eh bien évidemment, elle devra travailler sur elle avec un psy, en l'occurrence Célia.
Oui, donc évidemment pour, Sébastien, les choses sont plus simples dans le sens que c'est l'employeur. De mon point de vue, psychologique, c'est un peu plus complexe parce que ça engage, de la partie émotionnelle, ça engage de la partie, échange, communication, avec les personnes et c'est très difficile de donner raison à l'un ou à l'autre parce que la plupart du temps, c'est des schémas qui se reproduisent. Faut savoir que le monde de l'entreprise, comme j'ai déjà pu le dire, on est déjà dans une structure qui fonctionne, voilà, avec, certains codes, certaines choses et on retrouve déjà ça aussi dans le monde familial. C'est-à-dire que la structure familiale est déjà un premier pas vers cette hiérarchie, cette autorité. C'est quelle est la vision et quel est le rapport que l'on a eu à cette autorité qui va déterminer après dans l'entreprise quel rapport je vais avoir avec le côté hiérarchique. Parce qu'il y a déjà la personne, quel est son avis, son ressenti par rapport à cette autorité à l'intérieur d'elle-même et il y a aussi après le côté hiérarchique, de comment elle, comment je dirais? Comment elle se situe dans cette façon de fonctionner dans sa propre autorité, en fait. Parce qu'il y a aussi des autorités abusives et il y a des autorités aussi qui sont saines. Parce qu'aujourd'hui, les gens mettent l'autorité comme une mauvaise étiquette, ce qui n'est pas le cas. Heureusement qu'il y a de l'autorité, ça permet encore une fois de mettre des limites, ça permet de cadrer, de structurer les choses parce que sinon ça serait l'anarchie. Simplement maintenant, où est-ce qu'on met le bon curseur entre une bonne autorité et une autorité malveillante, voire abusive, dominante en fait? C'est là où c'est toute la complexité de ce qui se passe pour chacun dans le monde de l'entreprise en fait. Tu es d'accord Sébastien? Oui, absolument. Et Donc c'est intéressant, ça veut dire que ce qui va, en fait, on reproduit dans le cas du travail ce qu'on a connu dans le cercle familial. alors oui, alors ça dépend comment on va gérer. C'est-à-dire que oui, il y a moi, de mon point de vue, encore une fois, de mes clients avec qui j'ai pu travailler, souvent il y a eu, des schémas, inconscients qui n'ont pas été résolus donc ou pas pris conscience et qui vont se rejouer dans le monde de l'entreprise. Ça, c'est la première catégorie. Après, il y a la deuxième, on peut être réellement victime d'une hiérarchie abusive, qui ne fait pas forcément partie de la structure familiale de la personne. Mais par contre, les conséquences que cela va avoir, oui, ça fait partie de la structure familiale. C'est encore une fois comment on gère cette autorité à l'intérieur de soi. Si on a une mauvaise image de l'autorité, on va mal la gérer, peu importe dans quelle entreprise on va se trouver, puisque le problème vient de l'autorité en elle-même. Et c'est là que il peut y avoir des rapports de force, des jeux qui vont se jouer, en fait. Et donc si on a eu affaire à une autorité abusive, ses limites ont déjà été enfreintes dès l'enfance. Parce que l'enfant ne sait pas encore positionner les limites, justement, puisqu'il est là pour un apprentissage. C'est aux parents d'aider l'enfant à mettre ses limites. Mais si les parents ont eux-mêmes une autorité qui est destructrice ou abusive, l'enfant, ne met plus en place ses limites, en fait, puisqu'il ne les reconnaît pas. Il n'a pas les bons repères pour ça. Donc là, forcément, ces gens-là vont être beaucoup plus victimes du harcèlement, par exemple, beaucoup plus, oui. Parce que dans le harcèlement, il y a ceux qui vont profiter de cette faiblesse de cette personne pour jouer de ça et il y a ceux qui ne mettent pas du tout les bonnes limites et qui vont créer des climats conflictuels. Donc déjà, il y a cette partie-là. Je me permets d'insister sur le travail sur soi. D'un point de vue juridique, encore une fois, pour moi, c'est hors sujet. Mais effectivement, le travail sur soi est indispensable. Trop souvent, j'ai des clients qui veulent, après avoir été en arrêt maladie, veulent se précipiter sur le marché du travail parce que pour eux, c'est indispensable que de travailler. Et très rapidement derrière, ils retrouvent un travail. Et très rapidement derrière, le burn-out se remanifeste. Il recraque parce que justement, ce travail sur soi n'a pas été mené au bout. Donc, le travail sur soi devant un spécialiste de la santé est indispensable. Oui et puis surtout, en fait, c'est indispensable parce que ça nous permet de comprendre nos mécanismes qui ne sont pas forcément, positifs pour nous. Au contraire, ils vont être régressifs et de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Rien n'arrive au hasard, ça tombe pas du ciel, hein, il faut que les gens comprennent que s'ils en arrivent là, c'est qu'ils ont déjà entravé énormément leurs limites, justement. C'est-à-dire que leur immunité psychique, elle est déjà biaisée. C'est-à-dire qu'ils ont déjà, comme je l'expliquais dans l'enfance, cette barrière a déjà été franchie, blessée. Donc après, il y a une autre barrière qui va s'installer comme dans la biologie, c'est qu'on va parler, par exemple, du stade d'inflammation. Le stade d'inflammation, c'est un deuxième signal que le corps met en place avec des anticorps pour dire là, on a un sujet agresseur et donc on met en place des défenses pour pouvoir gérer ça. Et ces défenses sont utiles et nécessaires parce qu'il y a
les bonnes agressions et les mauvaises agressions. Quand je dis les bonnes agressions, c'est-à-dire les agressions qui vont pas trop nuire à l'être, et il y a des agressions chez qui ça va vraiment, être préjudice, quoi, et donc ça met en place donc des globules blancs pour pouvoir gérer donc entre guillemets «ces pathogènes» et créer un processus sur mesure pour pouvoir y faire face. Sauf que les gens déjà à ce stade-là, ils ne comprennent pas que c'est déjà une écoute à avoir envers son corps. Le corps est en train d'envoyer quelque chose qui est nécessaire et qui est en train de dire: «Là, ça entrave ton être», en fait, et les gens, comme ils sont coupés de leur être, bah, ils se rendent pas compte que ce signal est important, en fait, et c'est là où il y a une autre barrière qui va être franchie et qui va aller jusqu'à ce que j'appelle de la violation, et cette violation, bah, la personne n'est plus du tout dans son espace, elle est complètement envahie et cet envahissement fait qu'elle est perdue, en fait, et c'est là qu'il y a une ouverture énorme puisqu'il n'y a pas de protection, et cette ouverture énorme, elle laisse la place aux manipulateurs, aux harceleurs, aux agresseurs, par rapport à ça. Ça mène jusqu'à carrément une violation, en fait, intérieure de la personne, et cette violation, en fait, ça va venir toucher son identité, et donc du coup, par rapport aux limites, c'est de savoir, où est notre identité, en fait, à l'intérieur de nous. On parle aussi également de l'ego, et donc c'est ce qui va nous définir dans notre espace, en fait, et le problème, c'est que cet espace, vient de l'enfance, de savoir se positionner entre son espace et l'espace des autres, sauf que quand il y a eu intrusion, le problème de cet espace n'est plus là, en fait. C'est-à-dire que la personne ne sait plus où se situer dans cet espace et donc ne peut plus se défendre ou réagir face à des agressions qui sont réellement, là, sur le coup, nuisibles pour elle, en fait. Et ce qui amène par conséquent, par voie de conséquence, à des cas, de burn-out, et alors justement, j'aimerais bien qu'on écoute un témoignage justement qui parle d'une personne, voilà, qui nous raconte, ce qu'elle a vécu en entreprise. Je m'appelle Sophie, j'ai 28 ans et il y a quelques mois, j'ai vécu une expérience toxique au travail qui a mené ma santé jusqu'au burn-out. J'ai été alors consultante depuis 2 ans dans un cabinet de conseil à Paris lorsque j'ai été petit à petit embarquée dans un engrenage malsain et anxiogène qui a duré environ 1 an et où c'était mêlé désorganisation, problèmes de management et harcèlement moral. Ça a commencé après un changement de mission. J'ai été intégrée à une petite équipe qui se décomposait dès les premières semaines suite à une réduction de budget alloué et à une succession de démissions. Alors que ma phase de montée en compétence n'était même pas encore achevée, je me retrouvais doucement à récupérer des tâches qui m'étaient pas assignées. En plus, la majorité des travaux demandés avaient peu ou pas de valeur ajoutée réelle, et je m'étais très tôt rendu compte que le cœur du projet en lui-même était un fiasco, non seulement d'un point de vue technique, mais également stratégique. De nombreuses personnes en avaient conscience en interne, mais il fallait faire profil bas, pour des raisons politiques et financières. Je n'avais donc pas mon mot à dire et j'étais obligée, malgré moi, au quotidien et pour une période indéterminée, de produire des livrables qui n'avaient aucune utilité, de promouvoir un service défaillant auquel je n'étais pas convaincue moi-même, tout ça au milieu d'une équipe totalement et sous la tutelle d'une nouvelle manager qui était assez spéciale. Pendant les réunions ou les points d'échange, elle paraissait très sûre d'elle, mais ses propos et indications étaient souvent peu clairs et incohérents. Comme je n'ai pas su mettre mes limites dès le début, elle a très tôt commencé à avoir des comportements inadaptés. J'avais notamment droit à des regards inquisiteurs parfois perturbants, à une attitude passive-agressive que j'avais du mal à cerner, et à des dévalorisations en privé ou en public devant d'autres collègues qui n'hésitaient pas de leur côté à me dire que c'était pas du tout normal. Elle pouvait créer une compétition malsaine entre les membres de l'équipe, profiter de sa position pour exiger des supports et reporting inutiles, tout en affichant à l'extérieur un air sérieux et en créant une pression inadaptée à la situation réelle. D'autres jours, elle pouvait arriver avec un grand sourire et une attitude totalement détendue et joviale. C'est très perturbant de jongler avec ces changements d'humeur et ces demandes souvent infondées. Ma confiance en moi se détériorait au fil du temps et ma confusion grandissait en parallèle. Je commençais à avoir des angoisses et des ruminations constantes liées au travail. J'avais de plus en plus de mal à me concentrer et à avoir du plaisir à exécuter mes tâches, car non seulement elles étaient dévalorisantes et sans intérêt, mais aussi et surtout à cause main plus un, vous l'avez compris, qui était constamment sur mon dos, qui revenait systématiquement sur mes travaux, pour des questions subjectives ou simplement pour avoir son mot à dire. Il lui arrivait aussi de faire des commentaires, puis de se contredire quelques jours après, en disant l'inverse, ou encore de systématiquement s'opposer à mes propos ou propositions. Donc, toujours sans raison valable. Je commençais à douter de mes propos, de mes perceptions, et de remettre en question tout et n'importe quoi. Le soir, j'avais du mal à dormir et je me réveillais systématiquement avec une boule au ventre. J'avais aussi des scènes précises qui tournaient en boucle dans ma tête et des pensées négatives assez obsessionnelles. Mon état de détresse et d'incompréhension était à son apogée. Les personnes autour de moi voyaient bien que j'allais mal et ne comprenaient pas pourquoi je mettais pas un terme à tout ça. J'avais l'impression d'avoir les mains liées et en même temps, j'avais peur de changer de projet ou même de travail et que mes symptômes qui sont devenus physiques ne partent pas pour autant.
J'ai réalisé que j'étais vraiment dans une situation toxique à tous les niveaux. J'étais devenue à fleur de peau, très réactive, en état d'alerte constant, et il m'arrivait même de paniquer à l'approche de certains collègues. Au sein de mon cabinet, je me suis rendu compte par la suite que d'autres personnes vivaient des histoires assez similaires, et mon sentiment d'injustice prenait davantage d'ampleur. D'ailleurs, il y a eu quelques arrêts maladie, mais surtout une succession de départs massifs. Après quelques mois dans cet état de survie, mon médecin m'a arrêté pour quelques mois car j'avais vraiment atteint mes limites. Je n'ai pas pu évoquer tous les faits marquants qui ont participé à la détérioration de mon état, car il y en avait beaucoup et c'est le cumul qui m'a fait craquer à la fin. J'ai aussi dû simplifier mon expérience car elle impliquait plusieurs parties prenantes, dont les interactions et les influences complexifiaient encore plus ce qui se jouait. J'ai tenté donc au maximum d'aller à l'essentiel pour que mon témoignage soit entendu et puisse permettre à d'autres personnes de détecter les signaux d'alerte à temps et d'éviter de tomber dans un engrenage négatif qui n'en vaut vraiment pas le prix. Alors ce qu'il faut comprendre déjà de ce témoignage, ça fait partie d'une de mes clientes que j'ai traitée sur ce sujet-là. Donc on est vraiment dans plusieurs problématiques. C'est une personne qui à la base avait du burn-out, des tâches qui n'étaient pas forcément évidentes. Et petit à petit, ça l'a amenée vers un burn-out et à ne plus savoir se positionner. Il faut savoir que c'est une cliente aussi qui est hyperactive au niveau cérébral. Donc là, on est vraiment dans un exemple d'une personne qui, dans cette hyperactivité cérébrale, va se remettre en question et va être beaucoup dans les doutes. Et c'est là qu'elle commence à être plus facilement manipulable dans le harcèlement et le management, etc., et les tâches qu'elle a à accomplir et tout. Et ça va la déstructurer de plus en plus, créer un stress, tout ce que j'expliquais en fait tout à l'heure. Mais c'est fort ce qu'elle dit, elle parle d'un état de survie Oui, Oui, dans c'est très son fort. témoignage. Oui. C'est effectivement très fort les termes qu'elle utilise. C'est vraiment un cas typique que je rencontre moi. C'est une très bonne illustration. Lorsqu'un salarié est confronté à une telle situation et qu'il sent qu'il y a quelque chose de malsain, qu'il y a un problème, avant de se poser la question de l'avocat, du psy ou autre, même si le psy est une priorité, il doit absolument conserver la preuve de tout ce qui se passe. C'est tout le problème dans le cadre du juridique et du judiciaire, c'est que quand on se rend compte de la limite, de la transgression de la limite, et qu'il y a effectivement un problème, il est déjà trop tard. Et le problème, c'est qu'on n'a plus accès aux preuves ou on ne sait pas constituer des preuves. Les preuves sont importantes, pas strictement indispensables, mais importantes. Il faut bien comprendre que lorsqu'on veut négocier avec son patron, lorsqu'on veut négocier avec son employeur, que ce soit la rupture d'un contrat de travail ou devant les prud'hommes, eh bien, il faut se projeter devant un juge. Parce qu'au final, l'employeur aura aussi cette réflexion de savoir, voilà, quel est mon risque par rapport à cette situation. Le risque, c'est très simple, c'est si je me retrouvais devant un juge prud'homal. Et devant un juge prud'homal, c'est parole contre parole. Et donc, la parole doit être étayée par des preuves. Et les preuves, typiquement, eh bien, quand je pense au burn-out, c'est par exemple le très grand nombre d'heures accomplies. Et ça, typiquement, eh bien, c'est les emails envoyés tardivement. C'est les emails faits le week-end, etc. Donc, une sauvegarde de la boîte email, c'est indispensable. Et puis, il y a un deuxième élément qui est indispensable. C'est lorsque vous sentez qu'il y a un problème, il faut absolument l'écrire à votre employeur pour le mettre devant ses responsabilités. Parce que soit il ne réagit pas, et dans ce cas-là, il est fautif, parce qu'un employeur confronté à la mise en danger de son salarié se doit juridiquement de réagir. Et s'il ne le fait pas, il est fautif. Et donc, c'est un élément en plus à charge contre lui dans le cadre du dossier. Et par ailleurs, eh bien, il peut tout à fait réagir et prendre des mesures afin de corriger la situation et de mettre fin à l'environnement nocif de son salarié. Mais alors justement, en termes de preuves, est-ce qu'on peut se sentir désemparé par rapport à ça? Donc, en plus des mails, qu'est-ce qu'on peut avoir comme preuve? Est-ce que des audios peuvent faire l'affaire? Est-ce que des témoignages aussi peuvent L'audio, c'est pas idéal parce que être important? L'audio n'est pas idéal parce que c'est généralement réalisé à l'insu de son employeur, mais la jurisprudence récente permet
la captation comme ça et l'utilisation des preuves audio, mais moi, c'est pas un mode de preuve que je privilégie. Très souvent, les salariés qui souffrent de burn-out et qui ont quitté leur emploi me disent: écoutez, ça sert à rien que j'aille voir un avocat parce que j'ai pas de preuves. En réalité, dans un premier temps, c'est pas indispensable parce qu'il y a toujours une phase de négociation entre l'avocat du salarié et l'employeur qui est généralement représenté par un avocat. Et ça, ben, c'est une partie de poker. Donc, il n'y a pas nécessairement des preuves à l'appui. Et effectivement, l'issue amiable, les négociations, c'est vraiment une étape indispensable parce que, à défaut, il y aura contentieux et le contentieux devant les prud'hommes, c'est toujours une épreuve très douloureuse pour le salarié parce que le débat judiciaire implique le contradictoire. Et quand un salarié se prend dans la figure l'argumentation adverse, en gros, le salarié est un menteur, c'est très violent psychologiquement et ça déconstruit tout l'effort qui a été fait pour sortir du burn-out. Donc c'est pour ça que moi, dans ma pratique, je privilégie toujours l'issue amiable parce qu'elle porte en elle la reconnaissance par l'employeur du préjudice et du burn-out. Et encore une fois, mon objectif, c'est la reconstruction du salarié. Et je rajouterais également quelque chose, c'est qu'en fait, il y a le problème de ce que dit Sébastien, effectivement, mais il y a aussi, au-delà des preuves et tout, c'est que la personne, elle ne se sent pas forcément dans une légitimité. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui débordent dans leurs heures de travail, elles vont toutes dire en général que j'ai voulu le faire. Je l'ai fait parce que je l'ai décidé, et donc elles pensent plus qu'elles sont fautives, justement, que l'employeur n'est pas. Et donc c'est dans ce problème de légitimité que j'en reviens à la structure identitaire, c'est que si cette base elle a été entravée, du coup la personne ne sait plus du tout ce qui est juste de ce qui ne l'est plus, et donc elle se sent automatiquement fautive dans son estime d'elle-même, dans ses valeurs. Donc ça va vraiment au-delà juste d'un problème d'entreprise, ça va au-delà de la personne. Et donc du coup dans un procès, etc., effectivement, ça va retoucher sur sa légitimité aussi. Et c'est là où un accompagnement est indispensable pour pouvoir apporter de nouveau un socle, pour pouvoir gérer les moments où ça va être tendu émotionnellement. Mais si la personne elle est déjà dans une énorme fatigue, parce que la plupart du temps, les gens réagissent toujours au moment où c'est le point rouge, que j'appelle l'état inflammatoire c'est difficile de rebondir sur le moment. Donc il faut aussi faire ce travail psychologique pour pouvoir retrouver des ressources pour affronter après un combat. Oui, et je reviens sur quelque chose de très important. Un salarié, très souvent, se dit les heures supplémentaires, le nombre stratosphérique d'heures supplémentaires que j'ai accomplies, c'est parce que je le voulais bien. Donc, en quelque sorte, c'est de ma faute. D'un point de vue juridique, c'est absolument pas l'approche que l'on a, puisque c'est à l'employeur de dire « vous n'avez pas à accomplir ces heures supplémentaires ». Déjà, la règle est que les heures supplémentaires ne s'accomplissent qu'à la demande de l'employeur. Et de toute façon, lorsqu'elles sont accomplies, ces heures supplémentaires, c'est à l'employeur de mettre une fin à ces heures supplémentaires parce qu'il a en charge la responsabilité de la santé physique et psychologique de son salarié. Oui, et donc c'est dans cette structure identitaire, c'est comment on gère les agressions, et c'est tout le travail de structuration intérieure qui est quelle est notre protection à l'intérieur de nous pour pouvoir gérer ces agressions, parce que là, comme ça a été déjà il y a déjà eu une intrusion, forcément, on ne sait plus du tout comment se défendre. Donc la personne, elle se sent déjà dans un grand sentiment où elle est démunie. Et quand elle est démunie, bien évidemment, on n'arrive plus à raisonner. Donc on n'est plus du tout dans un travail de discernement et de raison. On est vraiment dans de l'émotionnel, carrément aussi donc de la survie. Et quand on est en survie, c'est vraiment, on est dans un état extrême de vigilance et d'insécurité très profond, qui fait que la personne ne sait plus du tout comment gérer en fait, parce qu'elle est en mode panique, en mode angoisse, et ça prend le pas en fait sur sa raison, justement. Donc c'est pour ça que le travail psychologique en parallèle va aider à pouvoir apporter de la clarté, du discernement, et de pouvoir rééquilibrer au mieux qu'on peut, évidemment. Dans ce genre de situation, c'est très complexe, parce que c'est cas par cas, pour pouvoir aider à rebondir, en fait. Et tout dépend j'ai envie de dire, du niveau de chacun, où il en est par rapport à ça, quoi. C'est pour ça que le travail psy pour un salarié qui souffre de burn-out, c'est vraiment la colonne vertébrale un peu de son parcours, et que le juridique
est à la marge. C'est très important, mais c'est quand même à la marge, parce qu'avant même de savoir adopter les bonnes réactions d'un point de vue juridique pour le dossier, il faut être lucide. Et pour être lucide, il faut faire un travail sur soi, un travail psy. Et c'est la raison pour laquelle, moi, l'essentiel de ma clientèle, elle est suivie au niveau psy, parce que la lucidité a permis à ces salariés de saisir un avocat. Et après, il y a un autre enjeu aussi qui se pose, c'est que si la personne, elle est dans une survie et une insécurité, où est-ce qu'elle se situe dans cette insécurité? Est-ce qu'on est juste sur une insécurité émotionnelle parce que elle n'est pas appuyée par sa famille, par ses proches, donc ça va compliquer davantage ça? Et surtout, est-ce qu'elle est dans une insécurité aussi financière? Parce que là, on est vraiment dans la base du socle. C'est vraiment la sécurité matérielle et le logement, etc. Si la personne elle est déjà en survie sur ce plan-là, c'est très très difficile. Là, on aborde plusieurs choses à traiter. D'où le fait que beaucoup de personnes hésitent aussi à porter une action en justice, quoi. Quand elles sont en besoin financier, beaucoup prennent sur elles, en fait. Alors, l'action en justice, moi, c'est pas ce que je privilégie. Typiquement, et je pense que c'était le cas de la personne qui a témoigné, elle est en situation de survie, donc la priorité des priorités, c'est quitter son job. Bon, là, ça me semble évident. Donc là, c'est d'obtenir la rupture du contrat de travail sans que ça soit privatif des indemnisations chômage. Mais si ça avait été pris bien en amont, eh bien, avec l'accompagnement d'un avocat, on aurait pu, soit elle ou soit l'avocat directement auprès de l'employeur, taper du poing sur la table, si je puis dire, auprès de l'employeur pour que cet employeur prenne les choses en main et fasse en sorte que l'environnement soit pas ce qu'il est et ce qui a entraîné cette salariée dans cet état de santé psychologique et physique. Parce que souvent, lorsque j'ai un salarié qui se mobilise auprès d'un avocat plus tôt et qui n'a pas l'intention de rompre son contrat de travail, eh bien, on arrive à rectifier la situation parce que l'employeur réalise qu'il y a un gros problème, surtout réalise que sa responsabilité est clairement en danger et que tous les moyens d'action sont mis en œuvre pour protéger le salarié, souvent. Et ça, j'entreprends ce genre d'accompagnement généralement quand le salarié a beaucoup d'années d'ancienneté et qu'il lui reste peu d'années avant la retraite. Là, le fait de rompre le contrat de travail, ça peut être une mauvaise solution. Et donc, l'intervention auprès de l'employeur est généralement tout à fait pertinente. Quand il y a un événement extérieur, ça remet toujours, ça que les personnes doivent retenir, c'est que toute expérience qui se passe dans le domaine de l'entreprise ou autre remet toujours face à soi. Comment on gère ce qui arrive et qu'est-ce que ça vient réveiller chez nous? Parce qu'un burn-out, ça vient forcément réveiller quelque chose chez soi. C'est le problème de ne pas s'écouter, de ne pas positionner donc de limites, de ne pas s'affirmer, de ne pas se prendre suffisamment en compte. Et le monde extérieur va venir justement appuyer sur ça. Et donc, ça va venir réveiller beaucoup de choses chez la personne sur des choses émotionnelles, justement. Donc, c'est pour ça qu'il y a un fourre-tout, j'appelle ça vraiment un côté un peu chaotique, un peu fourre-tout, parce qu'il y a plusieurs choses qui vont se jouer. Il y a à la fois l'entreprise, la difficulté, il y a à la fois moi par rapport à tout ça, donc le salarié ou autre, et il y a aussi comment je gère tout ça à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça vient réveiller, parce qu'en fait, ça fait boule de neige, il y a énormément de choses qui se passent en fait à ce moment-là, qui est difficile pour la personne justement de retrouver un certain discernement. Donc, c'est pour ça que le travail psychologique va aider à pouvoir séparer ce qui est de la personne à proprement parler, donc de ses traumas, de son histoire, liée à l'histoire de l'entreprise. C'est quand même deux choses différentes, mais à un moment donné, ça s'entremêle en fait. Et c'est là où il va falloir arriver à dénouer les nœuds un petit peu. Alors, je voudrais juste faire un petit zoom sur quelque chose de beaucoup plus rationnel, on va dire. Parce qu'on a tendance à normaliser le fait de recevoir des mails ou des SMS très tard le soir ou en week-end. Et on est beaucoup à se sentir obligé d'y répondre, peut-être d'un peu travailler même le week-end. Et justement, Sébastien, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Est-ce que c'est normal? C'est absolument pas normal. On a deux cas de figure. Le salarié qui est aux 35 heures, 151,67 par mois. Là, ça doit suivre strictement l'horaire collectif. Et quand c'est au-delà,
eh bien, il ne doit pas y avoir de travail. C'est-à-dire, quand on quitte le travail, quand on dépasse l'horaire collectif, il faut s'arrêter. Et si on le fait, il y a quelque chose de très pervers un peu d'un point de vue informatique. C'est, vous savez, les envois d'emails différés. C'est-à-dire qu'on peut travailler toute la nuit et faire partir ces emails à 8 heures. Ou à 9 heures à l'heure d'ouverture. Ça, il faut absolument pas utiliser ce genre de procédé. Et si vraiment c'est irrésistible et que vous avez envie d'envoyer un email à 2 heures du matin, eh bien, vous assumez et vous l'envoyez à 2 heures du matin. Et ben, vous gardez la trace, évidemment, mais ça, il faut faire une sauvegarde de la messagerie. S'agissant des cadres au forfait, le forfait, sont les salariés qui sont soumis au forfait, c'est un peu malheureusement, c'est un peu le Far West, c'est-à-dire qu'on considère qu'ils sont corvéables à merci. En réalité, c'est faux, puisque certes, au forfait, l'appréciation de la durée hebdomadaire se fait en nombre de jours par année, donc on n'est plus aux 35 heures, mais on doit respecter les durées hebdomadaires. Je rappelle que c'est 48 heures maximum par semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives, donc ça, il faut respecter. Les temps de repos quotidiens, c'est 11 heures, c'est-à-dire d'un jour à l'autre, il faut avoir 11 heures de repos, donc la nuit. C'est-à-dire que si on travaille jusqu'à 2 heures du matin, puis on se réveille à 8 heures ou on se remet au boulot à 8 heures, 9 heures, on n'a pas le repos de 11 heures. Et puis le week-end, on doit avoir 24 heures plus la durée de 11 heures, donc soit 35 heures. Donc le week-end, il faut qu'on nous laisse tranquille en tant que salarié 35 heures durant. Et ça, même les cadres au forfait on doit leur donner ça et l'employeur doit absolument respecter ces temps de repos et durée maximale hebdomadaire. Donc, quand on veut adresser un email, idéalement, il ne faut pas l'adresser, il faut travailler que lors de ces durées hebdomadaires, quotidiennes. Et si on ne peut pas faire autrement, eh bien, il faut assumer et l'envoyer à 2 heures du matin si on travaille à 2 heures du matin. Et moi, je vais rebondir aussi sur ce que tu dis. Ce qui est important aussi de voir, c'est que les gens qu'on en revient toujours à ces limites, c'est qu'il y a une grande part, souvent, pour ces personnes hiérarchiques, entre guillemets, là, ils vont jouer sur le chantage affectif. Ils vont jouer sur les sentiments, ce qui fait que les personnes vont être beaucoup plus crédules et vont accepter beaucoup plus facilement de rendre service. Mais en fait, ça rend pas vraiment service puisque ça met dans un système où l'autre doit exécuter en dehors des heures de travail et la personne va dire oui, mais tu m'as rendu service, ceci, cela. Il faut éviter de tomber dans l'affectif aussi dans le monde du travail. Il y a des limites à avoir aussi là-dessus. C'est souvent le problème, c'est que le travail, c'est le travail. Il y a une hiérarchie, il y a des lois, il y a des règles, il y a un ensemble de choses. Et on ne peut pas toujours jouer la carte de l'affectif dedans. Il faut trouver cet équilibre-là aussi, souvent ce qui manque justement dans ces moments-là. L'affectif, c'est absolument ravageur dans le monde du travail parce qu'effectivement, ça permet aux salariés de ne pas mettre de limites parce que c'est de l'affectif. Ben non, effectivement. Le travail, c'est un travail et l'affectif ne doit pas être le levier pour faire n'importe quoi. Ouais, tout à fait. Et par exemple, s'il y a un salarié qui apprécie bien son patron, le patron, à un moment donné, il va dire bon, vous pouvez me faire ci, vous pouvez me faire ça. Et l'autre ne voit pas derrière l'enjeu de dire bon, moi, je lui rends juste service, mais ça va au-delà de ça parce que la personne s'ouvre à accepter un ensemble de choses qui est déjà hors cadre. Donc forcément, la personne en face, elle va continuer à puiser jusqu'où elle peut aller, en fait. Et si la personne ne met pas de limite, ça va très très loin d'en puiser. Ça va très très loin, en fait. Donc pour vous, on ne doit pas mélanger pro et perso, non. Si je comprends bien. Très mauvais. On devrait... Quand l'employeur voit que son entreprise est dans une situation économique périlleuse, il n'y a pas d'affectif et il y a licenciement, par exemple, économique. Parce que... Donc, le salarié, pareillement, il a un horaire collectif, il a une durée hebdomadaire qu'il doit respecter et ne doit pas se surinvestir par le biais notamment de l'affectif. Oui, tout à fait. Et je rajoute que si on met de l'affectif, ça va forcément venir réveiller des schémas inconscients. Par exemple, un patron ou une patronne, ça peut réveiller un côté paternel ou un côté maternel qui n'est pas forcément résolu, par exemple, chez les salariés. Et donc, du coup, il y a ce schéma qui va se rejouer, ce qui fait que la personne, à ce moment-là, qui n'arrive pas à mettre des limites, si finalement ne pas arriver à mettre des limites face à sa mère dans le passé parce qu'elle a été intrusive ou parce qu'il y a eu un père très dominant, donc elle n'arrive pas à mettre des limites. Donc, on retrouve ça aussi, ce qui fait que la personne, elle doit
se poser la question, déjà de se dire: «Pourquoi je n'arrive pas à dire non à mon patron ou à ma patronne quand il me demande un service? Qu'est-ce qui se passe déjà là?» Là, déjà, ça devrait alerter la personne pour dire: «Mais pourquoi j'accepte, en fait, de faire ce qu'elle me demande alors que c'est hors cadre, en fait?» Déjà là, elle devrait se poser cette question. Alors tout à l'heure, on disait que, le fait de mal se connaître, ça peut amener à des cas de burn-out et c'est vrai que, bah, voilà, d'où l'importance, d'un vrai travail, d'introspection, hein, pour savoir si on préfère, par exemple, travailler dans une grande entreprise ou dans une petite structure, en équipe, ou seul, dans un bureau ou sur le terrain. Tu parlais l'autre jour, Célia, des extravertis qui peuvent connaître des vrais cas de dépression quand, bah, ils travaillent dans un environnement, clos, sans interaction, sociale. C'est Oui, important encore une de fois, de bien se connaître pour éviter ce genre oui. de situation. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle des structures de préférence. Alors, structure de préférence, ça ne veut pas dire que c'est forcément nos structures adaptées à nous. Parfois, on peut se suradapter, comme par exemple un introverti qui va être dans une entreprise où il y a beaucoup de mouvements, où il y a beaucoup de social. À un moment donné, il va se saturer. Il va se saturer beaucoup plus vite qu'une personne extravertie parce que il est surstimulé. C'est une personne qui a besoin de temps de pause, qui a besoin de temps de réflexion et d'isolement pour se ressourcer. Et donc, s'il est dans une entreprise où, admettons qu'il est avec du monde en permanence et qu'il n'a pas ses moments à lui, déjà là, le fait qu'il sature, il est déjà dans un stress. Parce que je rappelle aux personnes que le stress, c'est déjà un signal qu'on dépasse nos limites. Donc, il faut déjà en tenir compte là-dessus. Ensuite, l'extraverti, si on le met dans un endroit où il est trop isolé et n'a pas cette stimulation dont il a besoin, il va forcément s'ennuyer beaucoup plus rapidement. Et comme je l'expliquais, l'ennui avec le burn-out, ça va mener à des gens qui vont compenser. Et donc, la plupart vont être dans des dépendances comme la nourriture, la cigarette, ce genre de choses, pour trouver finalement une forme de stimulation, en fait. Et donc, ça amène vers une diminution au niveau des neurotransmetteurs, par exemple dans le cas de la sérotonine ou de la dopamine selon les personnes. Et ça va faire que la personne, elle va avoir moins de joie de vivre, moins d'envie, elle va se trouver à un moment donné où elle est isolée, en fait. Elle arrivera plus à rebondir. Elle va finir justement en déprime, quoi. Donc, dans ces structures de préférence, c'est déjà important de comprendre si on est plutôt extraverti ou introverti. Et le métier devrait aider à être dans cette position-là, de se connaître justement. Si je suis introvertie, les métiers comme admettons dans le bureau vont me convenir. Si je suis extravertie, il vaut mieux qu'il y ait quand même un certain mouvement. Sinon, au bout d'un moment, la personne au début, elle va toujours pouvoir s'adapter. Évidemment, on peut toujours s'adapter, sauf que ça va amener à un épuisement puisqu'on mobilise de l'énergie qui n'est pas notre énergie de base, notre structure. C'est une énergie qu'on force, qu'on pousse dans les limites justement, et donc à un moment donné, ça dure un temps, mais on peut pas rester sur cette structure de préférence là, en fait. Et donc il y a ça. Après, il y a les empathes, évidemment, les gens hypersensibles, les hauts potentiels. Ce sont des structures, donc des personnes qui ont un mode de fonctionnement bien à eux et il faut qu'ils en tiennent compte. C'est pas un défaut ou un jugement ou être dans un cadre. Je suis pas du tout là pour dire ça. Simplement qu'on a des modes cognitifs qui sont différents d'une personne à l'autre, en fait. Et donc, les hauts potentiels, en général, sont des gens qui sont très cérébraux, qui ont besoin d'avoir une activité mentale très intense, mais au détriment de leur corps et de leurs émotions. Donc, ils sont plus sur un plan et sur un autre, ils sont un peu anesthésiés. Donc, ce qui font qu'ils n'arrivent pas à se rendre compte de leurs limites puisqu'ils sont coupés de leur corps. Donc, ces personnes-là, en fait, doivent apprendre à, de nouveau, prendre possession de leur corps et d'apprendre à gérer leurs émotions et ne pas être que dans un contrôle avec des intrusions de pensée. En fait, c'est que plus on est dans une hyperactivité mentale, plus le cerveau il tourne. Et à un moment donné, il faut apprendre à maîtriser son cerveau. C'est ce que je dis aux gens. Le cerveau, il est fait pour penser. On ne peut pas couper la pensée. Par contre, la gestion de la pensée, oui, c'est que plus le cerveau est actif, plus il génère des pensées. Plus on apprend, entre autres, par exemple, par la méditation ou la sophrologie ou la cohérence cardiaque ou autre, on apprend justement à mettre un petit peu sur off le cerveau dans le sens de l'énergie, quoi, de calmer un petit peu cette activité-là, ce qui va permettre de retrouver après un certain équilibre dans la personne, quoi, par exemple. Je me permets de revenir sur le lien affectif. Il y a aussi un autre levier qui oblige quelquefois les salariés à surinvestir. Je pense aux problématiques liées au travail dans le cadre de start-up. Alors, les start-up, il y a vraiment une spécificité dans ce type d'entreprise,
c'est généralement une entreprise où il y a un environnement un peu à la nord-américaine. C'est généralement des créateurs d'entreprises qui viennent des États-Unis et qui sont très inspirés par la façon de travailler aux États-Unis. C'est généralement des jeunes recrues, donc qui n'ont pas l'expérience du droit du travail. Je me souviens d'un article dans Le Monde, c'était des jeunes travailleurs au sein de start-up qui disaient « le baby-foot, c'est bien, mais le droit du travail et le code du travail, c'est mieux ». Et effectivement, il y a souvent des dérives dans les start-up parce que comme la hiérarchie, elle est très rapprochée entre le chef d'entreprise et les salariés, il y a une sorte de promiscuité et une sorte de surimplication dans le résultat économique de l'entreprise. Mais seulement, le salarié n'est pas un co-actionnaire, bon, sauf attribution gratuite d'actions et encore, ou ce type d'intéressement. Ça reste un salarié. Il n'est pas intéressé à la réussite de l'entreprise. Donc, le droit du travail est très important et doit être respecté. Et ça, la jeune génération, surtout qui entre dans ces entreprises, doit être très attentionnée à leurs conditions de travail et puis aux exigences qui leur permettent de ne pas tomber dans des situations dramatiques. Et je veux rebondir aussi sur comment on en vient à ces structures de préférence si on ne se connaît pas, c'est qu'on adopte une structure de survie. Par exemple, dans le monde familial, on va avoir des habitudes, des comportements, parce qu'on était dans un environnement propice à adopter ce genre de comportement et donc de structure de préférence. Mais ça ne veut pas dire que c'est notre structure de préférence et que c'est notre façon d'être et d'agir. C'est ça qui est important, d'où la nécessité de se connaître, parce que souvent dans ces schémas de transgression, ça vient donc du milieu familial comme je l'ai expliqué, où on oblige la personne à être dans une performance, donc d'être dans une image de soi, et forcément cette image de soi nous éloigne de nos préférences à nous, de notre personnalité, de nos valeurs, de tout ce que l'on est. Donc c'est pour ça qu'il est important d'apprendre à réintégrer cette identité sur tous ces plans-là en fait. Et j'imagine qu'au-delà des causes internes à nous, il y a aussi des causes externes, propres à l'entreprise qui peuvent expliquer des cas de harcèlement moral et de burn-out. Et j'aimerais qu'on fasse un focus aussi sur les rapports de force et tout ce qui a trait aux enjeux des relations de pouvoir dans le travail, Célia. Oui, tout à fait. Alors avant de venir au rapport de force et donc au monde du pouvoir, ce qui est important aussi de comprendre dans notre structure, c'est que on a un mode de fonctionnement à l'intérieur de nous, c'est-à-dire on a, comment je dirais, une capacité différente d'une personne à l'autre de gérer un ensemble de choses. Je vais m'expliquer ce que j'appelle le EACN, c'est-à-dire donc entre l'extraversion, l'introversion. Mais il y a aussi l'agréabilité d'une personne. Est-ce qu'elle est très agréable ou pas très agréable? Ça dépend de la personnalité de chacun, justement, là-dessus. La capacité de contrôle. Est-ce que la personne, elle est dans une conscience dans ce qu'elle fait ou pas? Est-ce qu'il y a beaucoup d'impulsivité ou pas? Est-ce qu'il y a beaucoup de persévérance ou pas? Ou elle est à aimer les nouvelles expériences ou pas. On est aussi dans la capacité de comment on gère les émotions négatives, ce que j'appelle le névrosisme. Est-ce que la personne gère bien les aspects négatifs ou au contraire, est-ce que ça la perturbe? Ça, ce sont des structures justement cognitives là-dessus. Chaque personne réagit très différemment dans comment elle perçoit cette négativité. Il y a des gens, ils vont ressasser du négatif toute la journée, ils vont ruminer et ça va prendre toute la journée. Et il y a des gens chez qui ils vont rebondir plus facilement quand il y a quelque chose de négatif, ce qu'ils vont faire, qu'ils vont mieux gérer. Donc ça aussi, ça compte énormément en fonction des personnes. Et au contraire, est-ce qu'elle va gérer ses humeurs ou pas? Est-ce qu'il y a une certaine stabilité à l'intérieur d'elle-même ou pas? Ça compte énormément parce que ça va définir après, par la suite, comment les événements vont se passer. Ça va jouer aussi sur la capacité d'ouverture d'esprit. Est-ce qu'on est tolérant ou pas très tolérant? Ça aussi, ça dépend d'une personne à l'autre. Est-ce qu'on a plutôt un côté original ou pas? Où on est plutôt opposé. Donc, si déjà on travaille en entreprise avec des personnalités qui sont très opposées, ça va forcément générer déjà des conflits et donc des rapports de force aussi indirectement, parce que chacun reste dans ses positions de ces structures-là. Et puis une personne est plus sensible et l'autre est moins empathique, forcément, ça va pas forcément être évident. Dans le côté affectif, ce qui pose problème aussi dans l'entreprise, c'est le côté de la familiarisation. Il y a trop souvent de familiarité. Déjà, la familiarité, ça met dans une autre limite, forcément, et c'est une limite où on est plus proche.
Or, dans le domaine de l'entreprise, on n'a pas à être super proche de son patron ou de ses salariés. Ça reste dans un cadre du travail. En dehors du travail, c'est autre chose. Si les personnes se retrouvent en dehors du travail, ce n'est plus dans le cadre du travail. Donc là, c'est différent. Mais dans le cadre du travail, vraiment, le côté familiarité doit être vraiment, il doit y avoir une gestion derrière ça et de bien comprendre ce que ça engage derrière ça. Parce que ça, ce genre de choses-là, ça pousse justement à la suradaptation, au chantage affectif, à se permettre des choses qu'on ne devrait pas, etc., etc. Et pour en revenir à cette suradaptation, dans les structures de préférence, il y a des gens qui ont cette faculté de s'adapter, mais attention, s'adapter, ce n'est pas se suradapter. Et donc, c'est à un moment donné de remettre des limites justement là-dessus. Sinon, ça va générer en fait dans ces structures de préférence de la souffrance en fait. Et la personne, plus elle est dans la souffrance en fait, plus elle s'éloigne du sens de sa vie en fait. C'est-à-dire qu'elle ne sait plus qui elle est par rapport à l'entreprise, mais par rapport au monde en général. C'est qui je suis par rapport à la vie de façon générale. Donc il y a un sens qui se perd quand on est en burn-out et qui se perd aussi dans le harcèlement, etc., quoi. Oui, bah, alors par rapport à ça, c'est une expérience personnelle, mais c'était une directrice de camping qui allait t'appeler ma belle, ma chérie, et qui après, par derrière, te demandait, ah bah tiens, tu peux rester plus tard ce soir, tu peux venir travailler dimanche. Enfin voilà, ça me fait penser en fait à cette anecdote-là. Voilà, et je rappelle que, pour les gens qui sont avec un côté un peu naïf, gentiment dit que je dis ça, c'est une forme de manipulation en fait, parce que c'est une forme de gagner en intimité, de gagner en rapprochement, donc de rentrer dans l'espace de l'autre pour pouvoir se permettre des choses. Donc c'est là où on a toujours notre libre arbitre de décider si oui ou non je laisse rentrer cette personne, et surtout si ça fait partie de mes valeurs, si ça fait partie de qui je suis, de mes croyances, de mes pensées, de mes opinions. Qu'est-ce que je laisse rentrer comme information? C'est indispensable de le savoir. Mais pour le savoir, il faut être dans cette identité, qui je suis, en fonction donc de mes valeurs, de mon éducation, de mes pensées, de mes opinions, de mes valeurs, etc. en fait. Et si la personne déjà elle-même, elle ne sait pas qui vraiment elle est, comment peut-elle se positionner dans ce genre de configuration? C'est difficile. Et alors, par rapport au rapport de force en entreprise, qu'est-ce qui se joue en fait? Qu'est-ce qui se rejoue plutôt dans les relations de pouvoir dans le travail? Oui, alors. Et qu'est-ce qu'on met derrière le mot pouvoir? Voilà, qu'est-ce qu'on met déjà derrière le mot pouvoir? C'est déjà avant de se poser la question qu'est-ce que le pouvoir négatif, ceci, cela, ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est la place du pouvoir à avoir dans la société, quelle est la place de pouvoir à avoir à l'intérieur de nous-mêmes, parce que le pouvoir à la base, qu'est-ce que c'est? C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Qu'est-ce que le pouvoir? Parce que soit on est fasciné par le pouvoir, soit on s'oppose au pouvoir. Ça dépend un peu du vécu de chacun par rapport à ce mot. Hein, voilà. Mais à la base, le pouvoir, c'est une affaire d'équilibre, de répartition des forces et des tensions qu'il peut y avoir. Donc de contrôle et de contre-pouvoir, c'est d'asseoir en fait donc une sécurité, une identité, une validation, donc ce que j'appelle donc le système identitaire, donc l'ego. Les gens ont souvent ce mot ego, soit ils rebutent, soit au contraire, on valorise l'ego. Donc l'ego n'est pas négatif en soi, l'ego c'est une structure qui nous permet de nous identifier. Il y a un moment donné où on n'est pas que de l'ego. C'est là où on tombe dans les dérives par rapport à ça et donc par rapport au pouvoir. Et donc le pouvoir, il permet donc de gérer ces différentes forces, comme par exemple un chef d'entreprise, un leader, il va pouvoir gérer une équipe par son autorité, et c'est nécessaire pour pouvoir avoir un certain équilibre dans les relations et un certain équilibre dans le travail et dans l'environnement et l'entente avec les personnes. Comme je le dis souvent d'ailleurs, un bon chef d'entreprise en santé est une entreprise en santé. Donc le leader, la personne du pouvoir, elle est responsable des autres, elle doit en tenir compte et avoir cette conscience de cette responsabilité sur les autres pour pouvoir après apporter une dynamique qui va créer une certaine structure avec ces personnes-là pour mener à bien les choses en fait. Et le problème, c'est que souvent derrière le mot pouvoir, on voit ça négativement parce que les gens pensent que dès qu'on est dans le pouvoir, on est négatif, ce qui est faux. J'insiste bien, le pouvoir révèle à soi. Donc le pouvoir, en fait, quand les gens commencent à devenir négatifs par rapport au pouvoir, c'est-à-dire la position de pouvoir qu'ils peuvent avoir sur les autres, alors si bien hiérarchique ou en dehors de la hiérarchie par rapport aux autres, c'est simplement que ça révèle la personne dans son ego. C'est-à-dire que si elle a un ego déjà démesuré, le pouvoir va accentuer tous les défauts.
Et ça va accentuer aussi les personnes qui sont plus pathologiques, comme par exemple les personnes narcissiques ou voire pervers narcissiques. Ce sont des personnes qui sont restées dans ce qu'on appelle la toute-puissance, mais je rappelle la toute-puissance infantile. Et la toute-puissance infantile, c'est-à-dire qu'on se croit Dieu. Comme j'ai dit, celui qui se croit au-dessus de Dieu est à craindre. Et donc, celui qui se croit au-dessus de tout, du coup, il n'a plus de limite, il ne tient plus compte de la réalité puisqu'il est auto-centré automatiquement sur lui. Et donc, c'est là où ça devient négatif, c'est là où il va exercer une certaine domination, un certain harcèlement, un certain contrôle, un certain chantage affectif, un ensemble de choses, un certain irrespect aussi, et qui va nuire justement aux autres, parce que là, on est dans quelque chose de vraiment négatif. Mais on appelle ça aussi le syndrome d'hubris, c'est ceux qui se croient au-dessus de tout. Et donc ces personnes-là, en fait, déjà manquent d'empathie. C'est reconnu d'ailleurs par une étude qui a été faite par Krauss, qui disait que les individus en position de pouvoir avaient tendance à avoir moins d'empathie que les autres. Et que la classe supérieure a moins de justesse des émotions que la classe inférieure. Ça a été démontré apparemment là-dessus. Et donc, c'est comment on va gérer ce pouvoir. Et le problème aujourd'hui n'est pas le pouvoir en lui-même, c'est plutôt la dérive du pouvoir. Alors justement, on a un témoignage par rapport à un cas de harcèlement dû à un rapport de force déséquilibré. Je m'appelle Barbara, je suis enseignante-chercheuse dans un institut. J'ai été engagée en tant que directrice adjointe par le directeur, un certain puis élue au conseil d'administration. Au départ, c'était la lune de miel. Je pouvais m'occuper des dossiers qui m'intéressaient et je pouvais tout lui dire, ce qui allait comme ce qui n'allait pas, le but étant d'améliorer les conditions de travail de tous. Mais très vite, s'est mis à pratiquer un management musclé, avec des phrases répétées en boucle. C'est moi le directeur, c'est moi qui décide. Le problème aussi est qu'il ne supportait pas la contradiction envers lui ou envers sa garde rapprochée. Quand je lui ai fait part de dysfonctionnement du département où j'enseignais, des organisations chroniques, absence de réunion, absentéisme record des étudiants, c'est là que tout a basculé. Et j'en ai compris plus tard la raison. Le chef de ce département était l'un de ses grands amis. Parce que l'autre problème, c'est que le management de s'appuie aussi sur l'affectif. Résultat, il m'a fait changer de département sans mon accord, il m'a retiré la mission qui m'intéressait le plus, il a fait supprimer toutes mes heures supplémentaires pour réduire mes revenus au maximum, il m'a fait préparer des cours que je n'ai jamais enseignés, mon emploi du temps était constamment changé sans que j'en sois avertie, et cerise sur le gâteau, il a colporté sur mon compte de fausses rumeurs, notamment que je faisais des vidéos olé olé sur Internet. Et c'est en parlant avec certains de mes collègues, avec la DRH, puis la présidente de l'université, que j'ai compris qu'en fait, on était une quarantaine à subir ce type de traitement. Il y a eu un audit qui a duré 1 an et demi. Il a clamé que c'était une cabale contre lui. L'affaire est montée jusqu'au ministère et il a été finalement démis de ses fonctions. Mais entre-temps, une quinzaine de personnes se sont faites muter. Sur le plan de la santé, j'ai eu tout un tas de problèmes. Lumbago à répétition, angine, grosse fatigue dès la rentrée, prise de poids, insomnie et cauchemars. La crise sanitaire a fait que nous avons travaillé en distanciel pendant plus d'1 an. Et en fait, ça a sauvé l'institut. Une nouvelle directrice a été élue et aujourd'hui tout va bien. Mais je garde de cette époque un souvenir très amer. Donc là, on voit bien, du coup, c'était pas la seule victime dans l'histoire. C'est quoi un petit peu Célia, est-ce qu'il y a des profils différents parmi les harceleurs? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont plutôt s'en prendre à une seule personne, c'est-à-dire une sorte de tête de turc, ou là, comme c'était le cas, c'est plus des sortes de serial harceleurs? Dans le cas de ce témoignage-là, on voit bien que c'est plutôt général. Alors, est-ce que c'est une personne qui a peut-être quelque chose contre les femmes? C'est possible. Est-ce que les autres personnes qui ont subi sont des femmes aussi? C'est ça la grande question. Difficile de répondre là-dessus. Simplement, ce qu'il faut retenir d'un harceleur ou d'un dominateur ou un contrôlant ou autre sont des gens en général qui ont du mal avec les limites, comme j'y reviens, parce qu'ils se considèrent dans un pouvoir, donc dans une certaine toute-puissance. Et ils sont très agacés très facilement, ils ont un ressentiment très facilement. Ils sont souvent en opposition. Parce que c'est eux qui dominent et donc sont autocentrés, donc ne tiennent pas compte de l'autre, de ce qui se passe. Et donc là, on rentre justement dans ce rapport de force. C'est celui qui sera le plus fort par rapport à l'autre. Et donc, ça va amener donc à une autorité qui peut être abusive selon les profils des gens qui ont subi ça dans le passé, d'où un travail psychologique pour vérifier ça.
Et donc par rapport à ça, pour pouvoir sortir d'un rapport de force, déjà, il ne faut pas rentrer dedans au mieux qu'on peut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre conscience qu'on est dans un rapport de force, ce qui n'est pas forcément évident. Et déjà, le rapport de force, on est face à quelqu'un qui a une certaine domination. La domination, elle se passe soit de façon verbale, soit de façon physique, ou soit non verbale aussi. Ça peut être très bien une posture. Ça, c'est vraiment, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. C'est juste qu'elle exerce sa volonté sur l'autre, un contrôle sur l'autre contre la volonté de l'autre, et ça va forcément amener ce rapport de force à un côté gagnant-perdant. Et donc, il faut à un moment donné éviter d'alimenter ce jeu parce que c'est un jeu à deux, c'est-à-dire qu'il y a celui qui fait et il y a celui qui exécute ce jeu, qui le nourrit, forcément. Et donc souvent, comment on arrive dans des jeux de pouvoir, c'est souvent quand on est dépassé par une émotion présente, on va utiliser par exemple une séduction, un air hautain, une certaine supériorité, on peut faire peur, on peut menacer, on peut imposer, on peut faire du chantage. Et derrière ça, le but, de toute façon, du rapport de force, c'est toujours de maintenir une image de soi, c'est-à-dire de préserver son ego, pour éviter de montrer les failles. Et donc, forcément, dès que les failles vont être mises en jeu ou révélées face à ces personnes-là, ça leur est insupportable. Ils vont forcément être agressifs et vont forcément se mettre en compétition pour ne pas avoir à être révélés, en fait, parce que s'ils sont révélés, forcément, il y a un danger potentiel derrière. Et donc, il y a plusieurs choix de traiter ça, ce que j'appelle le bras de fer aussi. C'est soit on se plie au niveau du bras, donc on est dans une certaine soumission et une obéissance, soit on maintient la pression, là on est plutôt dans une coopération, soit on gagne en mettant plus de pression que l'autre, c'est ce qu'on appelle l'escalade, c'est celui qui va se renchérir par rapport à l'autre. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est impossible de supprimer les jeux de pouvoir, ça fait partie du côté relationnel, c'est simplement maintenant comment on va minimiser l'importance de tout ça, comment on va coopérer, comment on va limiter, comment on va arriver de deux personnes avec un jeu pour arriver à un nous en fait. Dans cette hypothèse de harcèlement, en tant qu'avocat, je serais, par rapport au cas du burn-out, je serais beaucoup moins en retrait. Et je pense que la priorité, Célia, on peut en discuter, hein, mais je pense que la priorité d'un salarié qui est confronté au harcèlement, c'est pas forcément de se précipiter chez son psy, mais ce serait de se précipiter chez son avocat. Bien sûr, Parce tout à que fait. là, il y a urgence. Et il faut consulter un avocat. De toute façon, un salarié qui est confronté au harcèlement sait qu'il y a un problème. Il y a pas, la question de la limite ne se pose pas. Il sait qu'il y a un franchissement d'une limite. Et donc, il doit aller consulter un avocat pour savoir quelle est la stratégie à mettre en place pour mettre fin à ce harcèlement sans se mettre en porte-à-faux et en danger par rapport à son employeur. Et moi, typiquement, si cette patiente s'était présentée à moi, très rapidement, je serais moi-même intervenu directement auprès de l'employeur, quel qu'il soit, le supérieur de cette personne, pour taper du poing sur la table et faire un récapitulatif de tous les faits qui caractérisent, qui constituent des cas de harcèlement. Et là, encore une fois, et clairement, l'employeur est mis face à ses responsabilités. De deux choses l'une, soit il fait rien, encore une fois, et il est fautif, et ça pourra nourrir un dossier, pourquoi pas au pénal, ou soit il agit et il prend les mesures vis-à-vis du harceleur. Et si par extraordinaire, il prenait des mesures contre la victime, eh bien, à ce moment-là, il serait d'autant plus fautif. Et là, l'avocat remettrait une couche au niveau de l'écrit. Donc là, la priorité, c'est consulter un avocat. Évidemment, le psy est important pour reconstruire, pour savoir poser les limites, etc. Mais là, l'urgence, c'est intervenir et taper du poing sur la table. C'est déterminant. Ouais. Et alors, avant d'aller voir un avocat pour cause de harcèlement, est-ce que la loi a une définition précise justement sur ce qu'on peut qualifier de comportement de harcèlement et qu'est-ce qui doit alerter? Parce qu'en fait, on est souvent dans une zone grise où le harcèlement il est souvent insidieux. Ça me fait penser par exemple à des moqueries déguisées sous le ton de l'humour. Ça peut être des SMS, des textos inappropriés de la part d'un collègue, des remarques déplacées sur sa tenue vestimentaire. Et c'est vrai que ça peut être assez flou, quoi. C'est pour ça que beaucoup de personnes hésitent aussi à aller voir un avocat parce qu'ils se disent bon, peut-être que j'ai exagéré, peut-être que. Et c'est surtout répétitif. Le harcèlement, il y a une répétition qui peut être très fine, mais ça commence déjà par des petites répétitions.
Juridiquement, c'est pas forcément une répétition, mais effectivement, le plus souvent, il y a répétition. Je suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'on est en zone grise. Celui qui se fait harceler le sait, le sent. Alors, effectivement, d'un point de vue judiciaire, juridique, on peut être dans une zone grise. Mais là, justement, c'est l'avocat qui va intervenir et qui va clarifier les choses auprès de l'employeur pour lui dire, voilà, on n'est plus dans le gris maintenant. On est dans le noir ou dans le blanc. Maintenant, vous êtes face à vos responsabilités. Donc, c'est pour ça qu'il faut clarifier justement cette zone grise dès le début, parce que la victime sait qu'elle est harcelée ou sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, le harcèlement, ce sont des actes, en général effectivement répétitifs, mais pas nécessairement, qui entraînent la dégradation des conditions de travail. Donc ça, on le sait, si on a la boule au ventre quand on va au travail, on sait c'est plus la zone grise. Oui, et puis c'est atteinte à la personne en fait, donc elle diminue de jour en jour à force d'être agressée. Pour en revenir au jeu de pouvoir, en fait, comment on sait qu'on est dans un jeu de pouvoir? Souvent, il y a, par exemple, on va poser un dilemme. La personne, elle peut rester dans un silence. C'est une forme de pouvoir silencieuse, mais c'est quand même un abus de pouvoir. On peut, par exemple, utiliser son statut pour exercer un certain pouvoir sur l'autre parce que j'ai ce statut, alors je me permets de, ce qui n'est pas forcément le cas. Se plier par peur des représailles, la discrimination, l'intimidation, les insinuations, les injures, les menaces, les mensonges qui sont flagrants, où on voit que c'est faux, mais la personne va quand même le dire. Donc, il y a le harcèlement, il y a aussi la grossièreté qui en fait partie, les agressions, les sarcasmes, les violences, les viols, la terreur, tout ce qui est domination. On va également avoir des exemples, par exemple, personne qui fait une queue de poisson, qui va forcer un passage, qui va avoir des yeux noirs de colère, par exemple, qui va avoir des gestes de séduction, qui va envahir l'espace de l'autre, qui va toucher la personne sans forcément demander sa permission, qui va se permettre, donc, qui va rentrer dans un bureau également sans taper à la porte, qui va se permettre aussi. Déjà là, on voit qu'on est dans de l'intrusion, du forçage. À partir du moment où on sent de la tension, du forçage, de la pression, déjà là, il y a un rapport de force qui s'exerce. Et comment on va le gérer? C'est ça surtout, c'est comment on va le gérer après. Ça va être également, par exemple, rappeler les erreurs des autres, c'est toujours la faute de l'autre, on va dévaloriser la personne, on va avoir un certain fort caractère qui peut impressionner, un certain charisme, on va interrompre l'autre, on va le dénigrer, on va l'humilier. Il n'y a pas la place pour l'autre, en fait. Il n'y a aucune place pour l'autre. Ça peut être des phrases comme, par exemple, c'est mon droit parce que j'ai payé, tu n'as pas besoin de savoir, commencer sans moi, par exemple, ça c'est un classique aussi dans le management, c'est que le supérieur, par exemple, il va dire, commencer sans moi une réunion, mais ça montre indirectement à l'équipe que l'équipe n'a pas tant de valeur que ça, donc je me permets de venir après. Ça peut être ça, je dis pas que c'est toujours ça, mais ça peut l'être. Ça peut être également, est-ce que c'est une plaisanterie, donc une forme de culpabilisation. Vous auriez pu me le demander, donc revenir sur une décision, par exemple. Et donc ce jeu, en fait, au fur et à mesure, entraîne une certaine passivité des collaborateurs, par exemple. Donc, comment on le sait, ces jeux? Donc, on a un sentiment de peur dans la relation, on a un sentiment de honte, voire d'humiliation, voire de gêne. On peut avoir une impression de faire quelque chose dont je n'ai pas décidé, donc de ne plus être maître de la situation. On peut avoir l'impression d'agir donc sur la pression. On peut avoir un sentiment de confusion après échange parce qu'on ne sait plus le vrai du faux. Et souvent, dans le rapport de force, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la partie visible et la partie invisible. Et c'est là où ça se joue. C'est-à-dire, par exemple, vous avez quelqu'un qui sourit, mais vous sentez à l'intérieur de vous que derrière, il y a de l'animosité ou une forme d'hostilité. Et c'est là où on a un état de confusion qui va arriver. On n'ose pas répondre. Soit on fuit, soit on minimise le moment du rapport de force. Et c'est là où l'autre prend encore plus de force. Donc, il faut agir à ce moment-là déjà. C'est déjà de mettre en évidence ce qui est en train de se passer sous notre nez, en fait. Et donc, d'écouter bien évidemment notre intuition, d'écouter notre corps, parce qu'il envoie déjà ces signaux qu'on ne voit pas. Et il y a un double jeu, en fait, dans le rapport de force qui se passe. Et c'est dans ce jeu-là qu'il faut le désamorcer à un moment donné. Et donc, il faut éviter de résister en fuyant ou de trop combattre, mais de trouver une forme de conciliation au mieux qu'on peut, évidemment. Et donc, pour en sortir, il faut déjà prendre conscience qu'on est dans ce schéma-là. Donc, dans ce schéma de rapport de force, il y a aussi le triangle de Karpman, évidemment, qui est la victime, le bourreau et le sauveur.
Donc, il faut voir si on n'est pas aussi dans ce jeu et il faut prendre en compte donc l'escalade. Donc, comme je l'ai expliqué, il ne faut pas surenchérir qui sera le plus fort après l'autre ou qui veut avoir raison. Il faut au contraire, à ce moment-là, revenir plus tard, ne pas s'emballer, ne pas être dans la réactivité parce que ça donne du pouvoir à l'autre d'être dans la réactivité, justement, puisque on a l'impression de montrer une faille. Donc, l'autre va jouer de cette réactivité pour la retourner contre nous. Donc, il faut plutôt prendre de la distance, quitte à ne pas répondre et à dire à la personne directement, je reviens à un moment plus propice pour qu'on en parle. Même si la personne, le chef insiste pour dire c'est là maintenant, vous avez le droit de dire non, j'en reparlerai à un autre moment. Ensuite, il y a la coopération, donc c'est de revenir plus tard pour reprendre la discussion et cerner les besoins des personnes, que souvent, des fois, c'est une question de besoin qui n'est pas rééquilibrée. Ça peut être aussi ce que j'appelle l'antithèse, c'est-à-dire parler de ses émotions, de ce qui se passe en disant « cette manière dont tu me parles, ça ne me plaît pas, ça me met mal à l'aise », pour pouvoir amener une amélioration sur ce côté-là. On peut aussi agir si vraiment on a une personne vraiment dans la domination, on peut jouer sur l'effet de surprise et donc dans l'humour ou de répondre très brièvement et de ne pas donner de justification. Surtout pas dans le domaine de ces personnes-là. Il ne faut jamais se justifier. C'est matière à leur donner pour surenchérir derrière. C'est de leur tendre une perche, en fait, clairement. Donc, il faut rester au même niveau d'énergie que la personne pour pouvoir arriver à mieux gérer ça. Je pense qu'il est important de distinguer quand même deux situations. Effectivement, on peut se retrouver devant une personne qui est nocive, qui est harcelante, et là, l'approche psychologique est fondamentale. Mais vous pouvez avoir une autre hypothèse, c'est lorsque l'entreprise souhaite se débarrasser d'un salarié ou de plusieurs salariés, et dans ce cas-là, il y a tout un stratagème qui est mis en place pour se débarrasser du salarié. Et si c'est un certain nombre de salariés, là c'est très simple, hein, c'est une pile de noms. Et puis l'idée, c'est de ne pas être au-dessus de la pile. Et quand on est au-dessus de la pile, c'est faire comprendre à l'employeur qu'on ne se laissera pas faire et qu'on a démasqué sa stratégie. Et là, c'est très simple, on sort de la pile quand on le fait. Et ça, j'ai été confronté à ce genre de situation, notamment pour en revenir au salarié qui était pas loin de sa retraite, à gros salaire, et son entreprise, clairement, voulait s'en débarrasser. Et elle sentait progressivement le traquenard se mettre en place, et ça s'apparentait vraiment à harcèlement. Eh bien, là, je peux vous assurer que l'intervention d'un avocat est radicale le plus souvent parce que ça met à jour, ça met, je veux dire, en évidence le stratagème qui est mis en place. Et pour en revenir à la gestion des jeux de pouvoir, donc en fait, le secret pour vraiment gérer ces rapports de force, c'est de comprendre que derrière, ça peut générer de la frustration. C'est comment on gère cette frustration à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on est dans une maîtrise de soi ou au contraire, est-ce qu'on a du mal à gérer nos besoins et nos frustrations? Donc, ce qui est important pour gérer les jeux de pouvoir, c'est que déjà, il faut clarifier, il faut avoir des demandes claires, il faut accepter les refus, il faut négocier, il faut apprendre à négocier dans des cas extrêmes, on n'a pas le choix. Il faut prendre soin de ses émotions, il faut apprendre à gérer ses propres besoins, nos propres limites, comme j'en ai parlé plusieurs fois, ses désirs, etc. Il faut aussi apprendre à déplaire, ne plus avoir peur de décevoir l'autre, parce que ça, c'est une bonne perche en général que les gens du pouvoir utilisent pour mettre à mal l'autre. Donc, il faut aussi travailler donc, sur son estime de soi. Il faut apprendre à ne pas se cacher, à se révéler à l'autre, même si ça peut être dans une position pas toujours marrante et inconfortable. Il faut développer donc sa protection, son immunité psychique, comme je l'ai rappelé plusieurs fois, c'est-à-dire sa puissance intérieure, la permission. Il faut travailler le discernement. Il faut apprendre la souplesse, donc à coopérer, avoir une certaine tolérance, même dans les choses agressives, j'ai envie de dire, et ne pas répondre l'agression par l'agression. Il faut apprendre à partager également ses intentions, à apporter de la clarté dans quelque chose qui peut être parfois chaotique en fait. Et par rapport au rapport de force, il y a un phénomène qui est assez largement répandu dans le monde du travail, c'est la rivalité entre les femmes. Oui, il y a aussi ce problème de rivalité. Alors, ça revient toujours à ce problème d'identité, comme je l'ai expliqué, et de l'être. C'est que au niveau de la société, comme on est encore dans un côté patriarcal,
Ce qu'il faut comprendre, c'est que la féminité et le féminin n'est pas quelque chose de mis en valeur. Donc les femmes vont adopter des attitudes et des comportements pour se rallier au côté patriarcal, donc des postures assez masculines, assez dominantes, donc pour avoir un certain pouvoir et pouvoir exister dans le monde de l'entreprise par rapport à d'autres hommes ou d'autres femmes aussi. Et donc du coup, elle va créer une division à l'intérieur d'elle parce qu'en fait, il y a sa part à elle du rôle dans lequel elle doit être au détriment de son aide. Donc à un moment donné, il peut y avoir une rupture entre les deux et du coup, la personne va complètement s'associer à son rôle social au détriment de son être. Et c'est justement là que les rivalités féminines vont venir, c'est que ces femmes-là, pas toutes bien évidemment, mais celles qui sont vraiment dans cette posture-là et qui n'ont pas géré cette féminité, vont se retrouver en déséquilibre avec elles-mêmes. Et forcément, quand il y a une femme qui va arriver, qui est beaucoup plus féminine ou du moins qui met en avant cette attitude-là, automatiquement, ça va mettre l'autre face à elle-même en fait. Et donc, elle va être beaucoup plus agressive et elle va se sentir menacée dans son pouvoir. Et on est vraiment dans le pouvoir de la mère et de la fille, mais c'est aussi le problème de l'opposition entre la mère et la femme. C'est-à-dire que dans le domaine de l'entreprise, le côté maternel est quand même assez valorisé au niveau des entreprises, mais pas forcément le côté féminin, donc la femme en tant que telle. Et donc, il va y avoir forcément ce conflit à l'intérieur de ces femmes-là. Donc, ça va créer de la jalousie, ça va créer des tensions entre ces femmes-là parce que le côté émotionnel n'est pas équilibré. Je le rappelle que les femmes sont beaucoup plus émotionnelles en règle générale et les hommes sont beaucoup plus logistiques. Et donc, du coup, cette partie émotionnelle, les femmes ont besoin de vivre et de vibrer avec leurs émotions parce que ça fait partie de leur structure, beaucoup plus qu'un homme, même si l'homme aussi. Hein. Mais là, je parle vraiment pas homme-femme, je parle plus d'énergie masculine et féminine, je le rappelle. Et donc, comment on va pouvoir gérer ça, en fait ? Et justement, ces femmes-là, elles ont un problème avec leurs émotions et à un moment donné, ça les rattrape et elles vont être perturbées entre elles. Parce que des femmes n'exprimeraient pas leurs émotions dans le monde du travail, eh bien, ça engendrerait des tensions entre les femmes elles-mêmes, hein? Oui, oui, parce que surtout je parle du côté hiérarchique, hein, mais non, les émotions, c'est pas quelque chose qu'on met en avant, non, parce que c'est quand même considéré comme une faiblesse. Une faiblesse qu'on peut utiliser ou qu'on peut retourner la personne. Donc, du coup, c'est plutôt mis en retrait. Mais à un moment donné, quand vous mettez des femmes entre elles, surtout dans le domaine, par exemple, médical ou les infirmières ou dans tout ce qui est santé, bien-être, etc., il y a ce problème-là qui va se poser à un moment donné. C'est que s'il n'y a pas un cadre et que ces femmes-là ne se gèrent pas émotionnellement, ça devient vite le bazar au niveau émotionnel, en fait, entre elles. Et il y a un témoignage qui le démontre vraiment, en fait. Justement, si on pouvait écouter ce témoignage. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je suis monitrice éducatrice dans un foyer de vie. Depuis quelque temps, je rencontre des dysfonctionnements dans mon travail. Tout d'abord, nous sommes en sous-effectif de personnel, dont une infirmière, ce qui rend le quotidien difficile. Car c'est une charge en plus pour l'équipe, car nous sommes obligés de dépasser nos fonctions, ce qui nous épuise et nous oblige à une organisation difficile. Ce qui emmène donc à des tensions et des conflits dans l'équipe, que je rappelle, nous sommes principalement que des femmes. Dans l'équipe, nous avons une personne qui crée des histoires, elle ne peut s'empêcher de parler d'elle, elle se sent en rivalité avec d'autres femmes, elle joue la victime pour qu'on la remarque, elle n'est pas stable émotionnellement. Au point de vue de la sécurité du foyer, j'ai été confrontée à une situation dangereuse qui mettait en péril les résidents. Pour des raisons de travaux, nous avons dû provisoirement déménager dans des structures qui n'étaient pas adaptées de type mobil-home. Cela occasionnait des chutes de nos résidents porteurs d'handicap parce qu'il n'y avait pas de barrière de sécurité. À la place, ça a été remplacé par des pots en céramique sur les allées. L'espace dans les mobil-homes était très étriqué, pas vraiment adapté aux personnes qui ont un déambulateur, ce qui rendait nos fonctions stressantes et cela a duré 8 mois. Au niveau de la direction, il y a aussi des problèmes. Nous avons constaté que la dimension humaine disparaissait de plus en plus pour laisser place à l'esprit matérialiste, donc financier. Un manque de finances qui n'est pas donné pour améliorer le confort et le bien-être des résidents. Il y a une grande instabilité également dans les chefs de service car nous avons tout le temps des nouvelles têtes, ce qui nous demande de nous adapter et également ce problème de changement vient aussi du fait que le directeur est une personne harcelante, exigeante et égocentrique. Il met énormément la pression jusqu'à même parfois dénigrer l'émotionnel et l'intimité de la personne. Donc, ça a occasionné, ce qui occasionne des fois, parfois, une dépression pour certains ou une démission.
Dans ce témoignage, donc là, on voit bien, bon, qu'il y a plusieurs choses, qui se passent. Mais déjà, s'il y a un problème dans l'entreprise, que ça soit dans le management, que ça soit, les tâches à exécuter, déjà là, il va y avoir forcément une gestion émotionnelle qui peut être difficile dans le groupe, d'autant plus chez des femmes, qui vont avoir du mal à gérer. Et donc ça va créer, cette rivalité, ça va créer de la jalousie, ça va créer, des menaces. En fait, elles vont faire ce qu'on appelle aussi des projections, c'est-à-dire qu'elles vont projeter chez l'autre des choses qu'elle n'arrive pas à résoudre elle-même et donc l'autre devient l'ennemi. Donc si par exemple on a eu un mauvais rapport avec notre mère, forcément celle qui est dans le côté hiérarchique va forcément avoir un côté maternel aux yeux de cette salariée et donc comment va être ce rapport? Est-ce qu'il va être bienfaisant ou est-ce qu'au contraire il va être négatif? Et c'est là où ce schéma va se jouer et qui est important. Et donc souvent dans la rivalité féminine, il y a un problème soit du côté de la mère, soit du côté de la sœur. Parce que souvent, je dis bien souvent, pas toujours le cas, mais ce qui se passe, c'est que par exemple la mère, elle peut avoir une préférence pour l'une de ses filles, donc automatiquement ça met l'autre dans une espèce de concurrence et de compétition. Et elle va tout faire pour gagner du pouvoir aux yeux donc de cette femme. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que elle va jouer donc de ce jeu-là, mais au détriment d'elle-même. En fait, elle ne devient plus elle-même. Elle devient ce que j'attends de ce que j'attends que ma mère voudrait de moi. Et donc, j'ai commencé à sortir de moi-même pour être quelque chose, pour être enfin reconnue. Parce qu'on c'est vrai qu'on l'a pas abordé durant tout ce podcast, mais il y a un gros problème de reconnaissance souvent derrière tout ça. Et donc, comment on va gérer ça derrière? Et souvent, on mélange le vécu de la personne dans le vécu du travail. Et tout ça, ça se mélange. Et il faut arriver à retrouver un équilibre pour trouver une certaine sérénité des deux côtés et éviter de nourrir ce jeu de pouvoir qui vient aussi de ça. Et donc, si on est face à une salariée qui a du mal à gérer donc au niveau de la mère, donc de cette patronne par exemple, ça va forcément créer des conflits beaucoup plus présents. Il va y avoir des comportements aussi qui vont se modifier. Donc, ça va forcément modifier la patronne dans son comportement aussi si elle a elle-même des choses à travailler, ou sinon elle va arriver à désamorcer. Ça dépend. Il y a ça, ou alors il y a le cas de figure de ma patronne préfère une de mes collègues plutôt que moi, et là on retombe de nouveau dans ce jeu où je vais me mobiliser pour pouvoir montrer que je suis capable. Et là on peut aller justement aussi dans le burn-out en fait, c'est-à-dire je vais montrer de quoi je suis capable pour être reconnue. Moi, j'ai identifié j'ai pris comme ça des informations qui m'intéressaient particulièrement. Déjà, sauf erreur, il s'agit donc d'une personne qui fait un travail d'aide à la personne. Il y a vraiment une spécificité dans ce travail parce que je parlais du fait que il ne fallait pas mettre de l'affectif dans son travail, mais quand on fait de l'aide à la personne, ne pas mettre d'affectif et de l'émotionnel, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, d'après ce que j'ai pu constater dans mes différents dossiers, c'est généralement un moteur qui est important. Et là, ce qui est compliqué dans son cas, outre la personne harcelante, ce qu'on a déjà abordé, c'est aussi la distorsion entre l'affectif, l'émotionnel et les contraintes financières. Parce qu'elle nous dit, à un moment donné, ce qu'on nous demandait, c'était plus de nous occuper, en gros, nous occuper des gens, c'était les contraintes budgétaires. Et là, cette distorsion entre le financier, qui semble a priori contradictoire avec l'émotionnel, chez les personnes aidantes, c'est très compliqué à gérer parce que leur moteur, c'est l'aide à la personne. Et là, on leur demande, en quelque sorte, de faire fi. Donc là, ça conduit à des cas notamment de burn-out et c'est vraiment très problématique. Voilà, et puis après, dans ces femmes-là, on peut retrouver aussi, comme on l'a parlé tout à l'heure, des têtes de Turc aussi. Donc, c'est le sentiment de rejet parce qu'on se sent exclu d'un groupe. On sait très bien au niveau des humains qu'on a besoin d'appartenance. Et à ce moment-là, à partir du moment où il y a un rejet, comment la personne va vivre ce rejet à l'intérieur d'elle-même? Est-ce que ça va réveiller des blessures? Forcément. Et du coup, ça va la mettre en danger, ça va la pousser à s'isoler, et souvent, ce sont des personnes d'ailleurs qui sont rejetées, qui sont pas quelque chose en moins, qui ont quelque chose en plus. Ça peut être la beauté, ça peut être des compétences, ça peut être des talents, ça peut être des facilités qui vont gêner le groupe parce que le groupe va se sentir menacé par rapport à ce genre de personnes parce que derrière, qui dit menace dit elle va prendre ma place. Donc, on retombe de nouveau dans ce rapport de force, dans cette limite, où est-ce qu'on met cet espace. Si l'autre a quelque chose de plus que moi, forcément, moi, je
je vais être démunie par rapport à ça. Donc, il faut que je gagne en espace pour éviter de me faire envahir par quelque chose que je considère qui va m'amoindrir, en fait, qui n'est pas forcément le cas, mais ça va être perçu comme ça. Et donc, la personne qui est tête de turc, en règle générale, je dis pas toujours, mais d'un point de vue psychologique, ça amène, en fait, l'intrus, entre guillemets, dans le groupe à gérer des tensions internes. C'est-à-dire que quand il y a des tensions dans un groupe, il va falloir à un moment donné inconsciemment défouler. C'est-à-dire de ressortir ces tensions. Et malheureusement, souvent, ça tombe chez les têtes de turc, c'est-à-dire qu'on va mobiliser toute notre concentration d'énergie intérieure, qu'on refoule sur une personne, et on va la tenir responsable de tout un tas de problèmes. Et en fait, ce sentiment de l'amener à se sentir responsable va permettre de décharger des tensions à l'intérieur des salariés pour pouvoir évacuer tout ça et dire c'est la faute de l'autre. Comme ça nous décharge nous et ça nous permet de trouver un certain équilibre, ce qui n'est pas le cas dans l'absolu, mais c'est vrai que la tête de turc, souvent, elle va être victime de ça, en fait. Et donc, c'est à elle aussi de s'affirmer, d'apprendre à s'affirmer, de répondre, de se dire que j'ai le droit de me faire respecter, même si je suis dans ma différence. D'où, en psychologie, il faut travailler l'individuation qui nous permet de pouvoir sortir du groupe et aussi d'arriver à être soi, en fait. Parce que souvent, pour être soi, on pense qu'il faut s'adapter au groupe. Non, il faut rester soi-même, en fait. Et après, chacun trouve cet équilibre de s'entendre les uns et les autres. Mais il faut surtout pas se fondre dans la masse, quoi, en fait. Il faut arriver à garder son identité, je le rappelle. Et donc, à un moment donné, de dire est-ce que j'accepte d'être critiqué ou pas ? Est-ce que j'accepte ces injustices ou pas? Comment je réagis face à ça? Et donc, le problème de ce genre de personnes, c'est qu'à un moment donné, si la blessure est trop importante, ça va créer une hypersensibilité aux injustices, à sa vision d'elle-même qui va commencer à se déformer. Et du coup, elle va plus pouvoir gérer, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir l'aider. Alors, juste peut-être pour conclure, Sébastien, si tu as encore quelques éléments à donner par rapport à ce sujet. Oui, en guise de conclusion, je dirais très souvent les patients, les salariés, c'est un moment très anxiogène. Le fait d'aller consulter un avocat, c'est toujours angoissant d'aller consulter un avocat, de franchir cette étape. Parce qu'on s'imagine que sitôt déjà on sera devant l'avocat pour démontrer le bien fondé de sa position, et on pense que l'action sera prise immédiatement derrière. Mais en réalité, pas du tout. Déjà, l'avocat, ça fait partie de son profil, sa formation et de son mode, son état d'esprit, c'est de croire spontanément son client. Bon, déjà, vous n'avez pas vos preuves à faire à l'égard du client, de l'avocat. Et par ailleurs, dites-vous bien que vous restez maître du temps, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'action si vous ne souhaitez pas passer à l'action. L'avocat sera là pour vous conseiller, pour co-construire une stratégie, pour avoir plus de visibilité sur l'étape à venir. Ça ne peut être que ça et rien de plus si le client le souhaite. Donc le client reste maître du rendez-vous et des actions à entreprendre avec l'avocat. Voilà, et puis donc en parallèle donc de l'avocat, donc de faire appel à un psychothérapeute pour pouvoir travailler donc le terrain de ce qui a amené à tout ça, d'arriver à mieux se comprendre, à mieux se positionner, à mieux mettre des limites, de savoir se positionner entre soi, les autres et voir à quoi ça nous ramène à l'intérieur de nous. Donc c'est travailler sur le terrain à la fois émotionnel, où est-ce qu'on en est dans cette gestion du système nerveux, dans cette gestion du stress déjà intérieurement. On va voir aussi s'il y a des schémas répétitifs qui se répètent derrière. On va travailler aussi sur l'estime de soi s'il y a vraiment besoin. On va travailler également sur le côté énergétique. On va travailler aussi sur le système des pensées, donc le système des croyances, des comportements qui sont peut-être aussi à rectifier quand on se reconstruit pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Parce que se reconstruire, c'est bien, mais si on se reconstruit sans comprendre l'enjeu qu'il y a eu derrière et ce discernement intérieur, on va reproduire automatiquement parce que la compréhension n'est pas présente. Et comme je le dis, il faut comprendre, mais il faut comprendre en profondeur pour changer les choses en profondeur, sinon on reste qu'en surface dans les choses. Et là, il y a besoin donc de ce travail en profondeur. C'est comme je le dis, c'est de ramener vraiment, de remettre l'homme avec un grand H, de revenir à l'essentiel, donc à l'être au détriment de l'avoir, c'est-à-dire de trouver cette puissance intérieure et non plus d'être dans le reflet de cette puissance. C'est quelle place je donne à ma vie, quelle est ma place par rapport à la société, quelle est ma place par rapport à l'entreprise, et où est-ce que je me situe aujourd'hui? Est-ce que je suis en survie dans ma vie de façon générale ou est-ce que je vis ma vie avec aisance? C'est là où tout ça va changer en fait.
Bon, bien, merci à vous deux, c'était hyper intéressant, et puis j'espère que ça pourra aider beaucoup de personnes. C'est là pour les personnes qui voudraient en savoir davantage ou qui aimeraient aussi prendre rendez-vous avec vous parce que vous faites aussi de la visio. Oui, Où oui, est-ce que tout vous à voulez qu'on fait. redirige les personnes? Ouais, tout à fait. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est que sur mon site, si déjà les personnes veulent savoir un petit peu où elles en sont, je fais des tests en ligne gratuits qui permettent de voir à la fois sur le côté de la santé, où est-ce qu'on en est dans le système nerveux, où est-ce qu'on en est dans notre sommeil, dans notre fatigue, est-ce que on a les surrénales HS ou pas, donc quel est le taux de stress qu'on peut avoir. Donc ça, on peut déjà avoir une petite base. Et après, sur l'estime de soi aussi, on peut voir où est-ce qu'on en est. Donc on peut me trouver sur Internet, donc sur zenaturam.com, ça c'est tout ce qui est du domaine de la santé. Je suis également sur tout ce qui est du domaine donc psychologique, où ça s'appelle psychonaître.com. On peut me trouver aussi sur YouTube pour voir d'autres vidéos que je poste sur plein d'autres sujets. Voilà, on peut bien sûr m'écrire par mail si les personnes ont des questions ou pour les prises de rendez-vous. Ouais. Et puis je remettrai en description tous les liens dont vous venez de parler. Ouais. Et puis aussi la capsule vidéo du magazine Information Entreprise, où vous avez fait une intervention justement sur les rivalités féminines. Hein, oui, tout à fait. Entre autres, sur les... Tout à fait, la rivalité féminine, mais entre autres aussi sur tout ce qui est du cadre entrepreneurial. Bon, alors je ne fais pas que ça, hein, je suis donc thérapeute holistique, c'est-à-dire je travaille de façon globale, donc sur tous les plans de l'être, que je rappelle cognitif, émotionnel, physique et énergétique, et voire spirituel. Et en fonction de ça, après, on va adapter en fonction des problématiques. Donc ça peut être toutes sortes de problèmes, ça peut être des traumas, ça peut être des problèmes de phobie, ça peut être des problèmes de deuil, ça peut être donc des problèmes de burn-out, ça peut être des problèmes d'harcèlement, un ensemble de choses en tout cas. Et Sébastien, si on voulait prendre rendez-vous avec vous, est-ce que vous avez vous aussi un site qu'on peut consulter? Alors, j'ai une présence sur Instagram, c'est Burnout Avocat au singulier tout accroché, mais sinon, vous pouvez me trouver sur l'annuaire du site de l'Ordre des avocats de Paris, et vous tapez mon nom, Legon, Legon, et vous me trouverez avec tous les éléments. Et pareil, je remettrai les liens en description. Oui. Eh bien, merci beaucoup à vous et puis à bientôt, j'espère. À bientôt. Merci à bientôt. Aurélia.